C'est l'hiver. Il fait froid, très froid. De pauvres gens grelottent, ne sont pas chauffés, ne sont pas nourris. Des enfants sont dans la rue la nuit. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Et des fascistes manifestent, bras tendus, vociférants, menaçant tout le monde. Et surtout ceux qui n'ont pas à leurs yeux la bonne couleur de peau ou la bonne qualité de cheveux. Alors bon. Ok. Alors, donc Mélenchon revient après quand même un long moment sans faire d'interview dans les médias mainstream, même s'il est quand même, il a pris sa retraite politiquement, donc là il est en mode influenceur neutre et apolitique, un peu sur internet et tout. Mais bon, quand France Inter l'invite comme ça, lui met la pression pour qu'il vienne, bon au final il dit ok, pourquoi pas venir faire voilà une petite discussion chill. Mais donc Mélenchon qui dit il y a des manifs de fascistes dans le pays qui utilisent le mot fasciste pour parler des manifs d'extrême droite, que ce soit les tentatives de ratonnade complètement foireuses par la bande de losers néo-nazis à Romans-sur-Isère, que ce soit la marche. Alors apparemment, il y a une marche à Paris. Est-ce qu'on peut parler de ça 2 secondes? Il y a eu une marche à Paris, une marche d'extrême droite, et il y a eu des saluts nazis, je pense, dans cette marche. Est-ce qu'on peut juste montrer ça? Ouais. Sur cette photo du rassemblement de l'extrême droite, place du Panthéon ce vendredi soir. Ah, c'était vendredi soir, pas samedi, pardon. Vendredi soir, pas moins de 7 saluts nazis et salut de Kunen, une variante à 3 doigts du salut nazi. Donc ouais, donc juste, voilà. Voilà, des nazis, quoi. Je sais pas quoi vous dire, les gens. Enfin, les gens arrêtent pas de dire, mais vous exagérez, machin, de dire, bah non, en fait, ils font des saluts nazis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? À un moment, il y a juste un constat factuel à faire, quoi. Voilà, donc ils sont en train de crier « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi, franco-français, etc. » Bon, bref. Demeurer. Des fachos. Et donc, Mélenchon qui dit les termes là-dessus. Mulch, c'est pas des nazis tant qu'ils n'ont pas le pouvoir. Non, mais voilà, encore une fois, pour toutes les personnes. Parce qu'il y a même des gens, même à gauche, parfois, qui disent « Non, mais il faut pas dire le terme fasciste, c'est pas vraiment des fascistes, c'est pas pareil que Mussolini, machin. » Il y a des gens qui tombent dans tous ces pièges rhétoriques-là. Et moi, je trouve ça vraiment bien que Mélenchon qualifie vraiment de quelle idéologie politique on est en train de parler là actuellement. Français, réveille-toi, tu es chez toi. Je veux dire, c'est la rhétorique. C'est littéralement le genre de phrase qu'on pouvait entendre. Le peuple allemand doit se réveiller. On a un ennemi de l'intérieur, il faut le combattre, il faut la guerre civile. Enfin, c'est ouvertement cette rhétorique. Je suis désolé, mais pour moi, un salut nazi, c'est plus la nébuleuse nazie, Mulch. Mais c'est pas... Il est pas fasciste, il a une idéologie fasciste. Beaucoup de questions à vous poser, Jean-Luc Mélenchon. Rassemblement hier soir, et vous en parliez ou vous l'évoquiez, vous le sous-entendu en plein cœur de Paris, à l'appel d'un groupe d'ultra-droite. Manifestation lancée pour réclamer, je cite, justice pour Thomas, cet adolescent tué à Crépol il y a près de 2 semaines. Des saluts nazis, des slogans « Français, réveille-toi, tu es chez toi », criés devant le Panthéon. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? D'abord, un immense dégoût. Mais en même temps, j'y vois le... Zioclo complètement délu, mais vous savez qu'il pense toujours ça aujourd'hui, Zioclo. Il défendrait encore aujourd'hui. Non, Zemmour n'est pas fasciste. Non, ces militants qui vont avec des barres de fer à Romans-sur-Isère. Souvenez-vous de tous les débats il y a 2 ans. Tout le copium de Zioclo et sa communauté, c'était de me dire il n'y a pas de fascistes aujourd'hui en 2023, c'est Mussolini, il n'y a pas de néo-nazis, etc. Et regardez, cette semaine, la semaine dernière, on a des photos qui sortent où ils ont littéralement des brassards, ils ont des posters, ils se revendiquent de Adolf Hitler, etc. Et donc, moi, j'aimerais bien juste que tous ces gens qui m'ont dit que ça n'existait pas en 2023 en France s'expriment et disent qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, alors? Est-ce qu'ils sont encore en train de nier que ces gens sont des fascistes? Je suis prêt à parier que si tu demandes aux manifestants si eux sont fascistes, ils te répondent oui. Ouais, les moins stratégiques d'entre eux, bien sûr, te répondraient oui. Probablement une bonne partie, parce que bon, en termes de stratégie et d'intelligence, les fascistes, politiquement, ça vole rarement haut. C'est quand même extrêmement débile comme idéologie. C'est des gens qui ont quand même pour beaucoup des problèmes de santé mentale profonds, quoi. Non, ils vont juste éviter soigneusement le sujet. Non, mais voilà, tous les gens qui essayaient de faire genre, ils sont pas d'extrême droite, genre les psychédéliques, les Zioclo, les gens comme ça. Moi, je veux voir c'est quoi leur take sur ce qui se passe en ce moment, quoi. Est-ce qu'ils défendent toujours les trucs qu'ils défendaient il y a 2 ans?
le signal d'une époque. Oui. La banalisation de l'extrême droite a évidemment favorisé son extrémisation et nous voici rendus maintenant à ce genre de démonstration. Ce qui est certain, c'est que c'est une erreur totale de diagnostic qui a été faite par toute une série d'observateurs. Il y a maintenant plusieurs années que les services de renseignement intérieur indiquent que l'un des principaux dangers de violence vient de l'ultra-droite. Et vous savez qu'il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui a été fait par un macroniste et un écolo, donc je n'y suis pour rien, et qui dit en général la violence dans la société baisse, mais augmente la violence politique, et celle-ci est exclusivement le fait de l'ultra-droite qui s'attaque aux personnes. Alors on dit des fois dans les manifs de gauche, il y a aussi des violences. Oui, mais ce sont premièrement des violences contre des biens, et deuxièmement, ce sont des violences qui sont faites en dehors de la volonté des organisateurs de ces manifestations. Mais justement, là, le préfet voulait interdire cette manifestation à la demande du ministre de l'Intérieur parce qu'il craignait des troubles à l'ordre public, et c'est le tribunal administratif qui a dit non, elle va avoir lieu. Comment vous la comprenez, cette décision? Vous êtes comme Gérald Darmanin scandalisé par cette manifestation? Il faut faire très attention parce que il y a un parallélisme des formes qui serait évidemment fait. Vous êtes d'accord avec Darmanin, monsieur Mélenchon? Genre, cite un des seuls bons trucs que fait Darmanin à un moment de sa vie. Du coup, vous êtes un darmaniste, monsieur Mélenchon, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Demeurer. Salut, j'ai vu leur projet. Mélenchon qui dit ultra-droite. C'est vrai qu'il a dit ultra-droite. Peut-être c'est mieux de dire extrême-droite, en effet. Ouais, bon, ouais. En 5 minutes, c'est que nous-mêmes nous faisons l'objet d'interdictions systématiques dans toutes les manifestations en défense de la population de Gaza. Par exemple, c'est le cas en Haute-Garonne et plusieurs départements où les préfets interdisent systématiquement, et donc des fois à la dernière minute la justice permet. Donc il y a aussi des manifestations auxquelles vous avez refusé de participer. Pardon ? Il y a des manifestations auxquelles vous avez refusé de participer. Non, il y en a une à laquelle il n'y a pas des manifestations, Ali Badou. Toutes les manifestations qui se déroulent en défense de la population de Gaza contre les massacres, et pour la libération des otages, cela va de soi, et pour le cessez-le-feu immédiat, nous y sommes. Nous ne sommes pas allés. J'ai toujours pas compris le souci avec l'ultra-droite, Fernel. En vrai, c'est un débat un peu... c'est un peu un débat chiant. Venez, on rentre pas dedans. À la manifestation du 12 novembre, à l'appel du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Exactement, qui a été un événement pitoyable dans la mesure où, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été convoquée, cette manifestation, il n'y a eu que 100 000 personnes dans tout le pays, alors que nous sommes innombrables et par millions. Ce pays n'est pas raciste, ce pays n'est pas antisémite, mais surtout, ça a été un événement considérable. C'est que la peine d'indignité nationale qui touchait l'extrême droite, ce jour-là, a été levée. Et on a fait une manifestation contre l'antisémitisme avec des antisémites. Mais donc là, vous dites quoi? Que cette manifestation, le tribunal a eu raison de l'autoriser parce que liberté d'expression? Je ne dis pas ça. Je ne dis rien du tout. Le tribunal intervient. Réponds au lieu de manger ta banane. Tu te prends pour qui, en fait? C'est sur mon stream ici. C'est chez moi, en fait. Ça. Maintenant, comment se fait-il qu'il y ait dans notre pays des organisations qui puissent s'en prendre aux personnes, qui puissent faire acte public de racisme, qui puissent faire des saluts nazis et le reste? Pardon, mais ces gens-là, on sait qui c'est. Ce n'est absolument pas des passants dans la rue qui tout d'un coup surgissent. Non, c'est reconstitution de ligue dissoute. Monsieur Darmanin n'a rien fait. Le groupe Génération Identitaire a été dissous et il s'est reconstitué. Et maintenant, on a beau jeu de protester à propos d'une décision de justice. Comment se fait-il que ces gens soient en état d'organiser une manif de cette nature? C'est ça le vrai problème. Et il y en a plein le pays. Et pardon, je voudrais maintenant dire un mot. Oui, d'un mot. Nous payons cher, hein. D'accord ? Personnellement, j'ai fait l'objet de 2 tentatives d'attentat, d'assassinat. L'un a été condamné à 9 ans et l'autre à 18 ans. 3 de nos amis ont eu leur domicile incendié. Nous sommes 10 à vivre sous menace de mort. 3 ont été agressés dans la rue. Et j'en passe, et les agressions contre nos téléphones. Quelqu'un parmi nous a dû changer 3 fois d'adresse. Je vous signale que c'est ça. Il recadre un peu les choses en rappelant que, bah oui, les groupes dissous par Darmanin, visiblement, ça suffit pas. Enfin... En gros, il rappelle vraiment la réalité, c'est-à-dire que les libéraux au pouvoir ne sont pas efficaces pour lutter contre la montée de l'extrême droite, en fait. Ils sont factuellement... Alors, c'est moins pire que si c'était l'extrême droite au pouvoir, puisque l'extrême droite, en termes de lutte contre l'extrême droite, en fait, c'est eux-mêmes, donc c'est finito, quoi. Mais c'est pas efficace, d'accord ? Des solutions, c'est mieux que rien, mais clairement, ça suffit pas.
Le prix que nous payons, nous les insoumis, mais parmi d'autres, nous le payons à cette forme de banalisation de l'extrême droite qui a eu lieu pendant toute cette période. Et pardon de vous le dire, je sais que vous allez mal le prendre, parce que ça touche votre corporation, mais le système de l'information en continu qui a besoin sans cesse d'événements qui font le buzz, ont banalisé, donné un poids à cette extrême droite qu'elle n'a pas. Pas seulement. Vous avez dit il y a 2 jours à Rochefort que vous avez été vous-même affecté par les accusations d'antisémitisme, que vous en aviez pris l'habitude. Et il a totalement raison de rappeler aussi le rôle qu'ont les médias mainstream dans ça. Médias mainstream qui, depuis je sais pas combien d'années, activement font tout pour en gros véhiculer l'impression qu'il vaut mieux l'extrême droite au pouvoir que la gauche, quoi. France Inter, évidemment, fait partie de cette catégorie-là. Combien de fois vous avez Léa Salamé face à Mélenchon sur France Inter qui dit mais est-ce que Le Pen n'est pas plus républicaine que vous, etc. Enfin, ce genre de trucs qu'on peut entendre tout le temps. Mais que vous ne le supportiez toujours pas. Votre parole est très attendue pour que vous vous expliquiez ou qu'on comprenne. Je vois pas l'intérêt de mettre une chapka alors que t'es bien au chaud chez toi. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Jean-Luc Mélenchon, une série de mots que vous avez écrits, prononcés, tu m'as débunké en fait. Justement, pas prononcés, qui ont pu choquer, blesser, révolter, y compris dans votre propre camp. Dites les mots. Qu'est-ce qui vous a empêché? Vous aussi, vous avez des silences qui nous posent problème. Laissez-moi terminer ma phrase, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais attendez. Oh, coupez pas la parole, monsieur Mélenchon. Laissez-moi dérouler des mensonges en disant que vous avez dit des trucs problématiques sans m'interrompre. Très très bien. Vous avez vu, il a pas laissé dérouler le bullshit du mec. Par exemple, le traitement des prisonniers dans les prisons israéliennes qui viennent d'être libérés. Attendez, j'ai pas terminé ma question. Oui. Non, mais comme ça, vous aurez le temps de répondre. Les mots qui ont blessé, non. C'est un constat. Qu'est-ce qui vous a empêché de dire l'évidence et de parler d'attaques terroristes du Hamas, pour la plupart civils, le samedi 7 octobre? Non. C'est ça les mots qui ont blessé, pardon, Ali Badou. Les mots qui n'ont pas été prononcés. Les mots qui n'ont pas été prononcés. Voilà, et qui ont choqué, qui ont révolté, et qui vous ont valu, par exemple, d'être accusé d'antisémitisme. Par une petite poignée de gens, névrotiquement manieurs du... Donc c'est toujours la même méthode contre la gauche, c'est genre... Des gens accusent d'antisémitisme sans aucun argument, sans aucun fondement factuel. Tout le monde le reprend en disant... reprend cette info en le présentant de la façon suivante. Mélenchon est accusé d'antisémitisme. Donc ça peut être un gros titre de n'importe quel média, d'accord? On accuse machin de machin, d'accord? Mais est-ce que c'est fondé ou pas comme accusation? On s'en fout complètement. Le truc, la nouvelle information qui va compter et qui va être partagée, c'est le fait qu'il y a des gens qui l'accusent. Parfois même, on dit même pas qui l'accuse techniquement. On fait un truc très vague, genre il est accusé par plein de gens, etc. Donc ça devient ça la news. Et après la question qui est posée, c'est pas comment ça se fait que vous avez dit tel truc et qu'on parle du fond de vraiment ce qui a été dit et est-ce que c'est problématique ou pas. Mais c'est comment ça se fait que tout le monde vous accuse de ça. Et donc, c'est littéralement un gaslight, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne, littéralement, qui l'accuse pour dire « vous êtes accusé de ceci ». C'est tellement facile, je veux dire, c'est évident à quel point c'est facile d'avoir ce genre de questions qui sont posées, même quand c'est complètement infondé. C'est la polémique du moment, maintenant on reproche des mots qui n'ont même pas été prononcés. Ouais, non, mais par exemple, De Villepin, ils ont dit qu'il était antisémite, alors qu'il a littéralement rien dit d'antisémite. Et ils ont même déformé complètement la réalité en disant qu'il parlait des juifs financiers, alors qu'il a juste dit les financiers, en fait, il n'a pas mis juifs dedans. Et c'est en fait les autres qui ont, quand ils ont entendu financier, ils ont dit « Ah, c'est les juifs !» parce qu'eux-mêmes sont antisémites, en fait, c'est la réalité. En fait, le niveau de fake news actuellement, le niveau de chien de garde bave aux lèvres en train d'accuser tout le monde d'antisémitisme sur des bases complètement fausses, en fait. Alors bien sûr, il y a de l'antisémitisme. La montée de l'antisémitisme en ce moment, c'est un constat, c'est un fait. Et c'est une catastrophe, d'accord? C'est ça un des impacts, c'est que en fait, les gens, en voyant les massacres de civils, etc., il y a un tas de gens qui font des raccourcis, qui font des amalgames. Et c'est toujours un problème, il faut toujours lutter contre ça. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, ça ne vient pas de la gauche, en fait. Factuellement, il n'y a pas eu encore de preuves apportées qu'il y avait de l'antisémitisme diffusé par des responsables politiques de gauche. Ça n'a pas été apporté, la preuve. Avec leurs conneries, on va se dire que c'est pas grave l'antisémitisme, puisque dire des choses basées devient antisémite. Ouais, c'est littéralement hyper dangereux d'essayer de dire que ce que dit Mélenchon ou ce que dit De Villepin ou je ne sais qui est antisémite, parce que du coup, c'est un truc où, d'accord, donc on peut plus parler de la finance, on peut plus parler du capitalisme. Enfin, c'est quoi
Et du coup, ça dilue, là en l'occurrence, t'as raison, ça dilue en effet le concept d'antisémitisme en fait. Hein. En fait, l'antisémitisme, c'est un truc grave et c'est un truc qui existe et quand, il faut le dénoncer quand ça existe vraiment, sinon c'est assez dangereux en fait. Hein. Mulch, il paraît qu'il y a des dissensus en ce moment dans la neutrosphère. Certains vous accusent de ne pas écouter la base, d'autres prennent leur distance pour des raisons de canapé. Êtes-vous antisémite? En vrai, on gagne tellement sur le fond, la droite est tellement sûre qu'elle déploie des moyens colossaux de propagande, plus faire s'auto-saboter la gauche en les piégeant en permanence pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En remettant les choses en perspective, on se rend compte qu'on peut clairement renverser la tendance avec la bonne stratégie. T'as grave raison, hein, Clearalia, t'as grave raison là-dessus. En fait, le niveau d'acharnement et le niveau de pétage de câble constant de ces chiens de garde de médias mainstream, de la droite, de la fausse gauche, EELV, PS, etc., etc., parce que bien sûr, EELV a dénoncé l'antisémitisme de Mélenchon et de LFI, le PS aussi, le PCS aussi, enfin ils sont tous en chœur en train de hurler avec la meute du statu quo, quoi. Pas du tout étonnant, mais bon. Mais ouais, le fait que tout le monde panique à ce niveau-là en ce moment et que ça atteigne les sommets que c'est en train d'atteindre en ce moment plutôt, à mon avis, c'est un bon signe. Paralysant, qui est d'accuser d'antisémites tout ce qui bouge et qui n'est pas de leur avis. Et voilà comment, au début, Mélenchon en avait pris l'habitude, voilà que Macron s'est retrouvé accusé d'antisémitisme. Ouais, on va parler du lancement de la campagne de LV, vous inquiétez pas. Voilà que M. De Villepin s'est retrouvé accusé d'antisémitisme, mais les miroirs bientôt vont être accusés d'antisémitisme. Où va-t-on comme ça? C'est incroyable, je suis un homme politique. Je suis donc responsable des paroles que je prononce en pensant qu'un jour ou l'autre, nous exercerons le pouvoir et nous aurons donc, à ce moment-là, des comptes à rendre sur le vocabulaire que nous utilisions. Nous n'avons jamais contesté le fait que des actes puissent être de nature terroriste, c'est-à-dire destinés à faire la terreur. Dans l'attaque du 7 octobre, il y a des actes terroristes, des actes terroristes. Donc vous ne qualifiez pas le groupe Hamas de terroriste? Non, attendez. C'est ce qu'on vous a reproché. Oui, mais je m'en fous de ce qu'on me reproche. Moi, ce qui m'importe, c'est... En fait, c'est vraiment... Il y a un mème qui devient populaire, tout le monde l'utilise à fond pendant quelques semaines. Dans le groupe chat, t'as genre 14 personnes qui utilisent le mème dans plein de contextes, c'est marrant et tout. Mais au bout de genre littéralement un mois de spam intense de ce mème, au bout d'un moment, le truc devient nul et genre tout le monde est saoulé par le truc. Et genre c'est devenu tellement une blague de « mais en fait, vous dites pas que c'est le terrorisme, machin ». Et j'adore la réaction de Mélenchon où il est juste genre saoulé. Il est juste là. Mais, oh non, recommencez pas. Genre, ce que je pense, mais monsieur Ali Badou, il vient de dire que c'est terroriste et l'autre est toujours pas content. Ah non, mais ils vont trouver forcément un truc pour dire qu'en fait il défend la Hamas. Vous le disiez publiquement il y a 2 jours à Rochefort. Voilà, d'accord. Allez, je ne sauterai pas la corde, Ali Badou, d'accord? Je suis responsable de mes propos et je dis ce que je veux. Par conséquent, je dis qu'il y a des actes destinés à semer la terreur. Dans l'attaque du Hamas, il y avait 4 casernes qui étaient visées et une rave-party. Alors pardon, c'est pas un objectif militaire, une rave-party et personne ne me le fera dire. Quoi? Mélenchon condamne le Hamas? Mais je comprends pas. On m'a dit que depuis le début, en fait, ces gens-là étaient pro-Hamas et défendaient ça et avaient invité des Palestiniens, des influenceurs problématiques et ils... quoi? Il dit que c'est les actes terroristes. Il nie pas les crimes de guerre. Quoi? Je tombe des nues. Mais quand on prend le vocabulaire la guerre contre le terrorisme, quand on parle de terrorisme d'une organisation qui a pour... Oublions tout ce qu'il vient de dire pour la 55e fois pour lui reposer la question à la prochaine interview. Non mais en fait c'est juste ça, hein. C'est juste observer tous ces gens. En fait il faudrait vraiment faire une compilation. S'il y a des gens qui veulent prendre le temps de faire ça, ça peut être super. Vous faites juste Léa Salamé qui pose une question à n'importe qui de LFI, genre il y a 1 mois sur le Hamas. Et après, vous reprenez toutes les fois, ils ont reposé la même question en faisant genre qu'ils n'avaient pas déjà répondu 50 fois à la question. Mais il faut vraiment que ça soit la même personne, tu vois. Il faut vraiment que ça soit Demorand ou El Krief ou Salamé qui a eu la réponse déjà 10 fois et qui repose une 11e fois la même question au cas où ils ont changé de réponse, tu sais. Genre en faisant genre, ils ont été Men in Black effacés du cerveau 5 minutes avant le début de l'interview. C'est vraiment les mêmes questions d'une fois. Non, mais ça fait 1 mois et demi que c'est exactement les mêmes questions. Il n'y a pas une virgule qui change, en fait. En même temps, il se laisse trigger. Franchement, je pense qu'il a bien géré la réponse. Hein. Je pense qu'il l'a bien géré. Il n'est pas allé trop loin dans le fait d'être trop trigger non plus.
il faut les recadrer quand même, il faut les remettre à leur place un petit peu, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a un effet aussi où ils cherchent justement à ce qu'ils pètent un câble le plus possible pour ensuite pouvoir avoir des clips et dire regardez, il est instable, il sort de ses gonds, machin. Donc il y a aussi un truc ultra malsain d'essayer d'obtenir des moments controversés comme ça. Mais bon, ça c'est le fonctionnement des médias mainstream depuis longtemps. Je trouve qu'ils maîtrisent bien la réponse là-dessus. Quand on parle de terrorisme, d'une organisation qui a pour but le terrorisme, alors on passe dans un autre registre de vocabulaire. Ce n'est plus la loi et le droit international, c'est la lutte du bien contre le mal, dont se réclame M. Netanyahou, et l'inventeur de tout ça, M. Samuel Huntington, penseur nord-américain, qui a établi que dorénavant, il y avait un choc des civilisations dont l'islam serait le protagoniste face au gentil Occident. Voilà ce que le vocabulaire je ne veux pas utiliser. Donc je parle de crimes de guerre, et je dis, et je redis, et je redis, tous les crimes de guerre doivent être punis. C'est la raison pour laquelle, s'il y avait des sanctions, pardon monsieur... La strat est malsaine de ouf, ça fonctionne même en entreprise. Si tu pousses ton salarié au pétage de câble, tu peux le pointer du doigt. Après, en mode, regardez, il n'a pas de sang-froid, il est fou, ce type. Strat de manipulateur de base. Ah ouais, non, mais bien sûr, c'est super commun. C'est super commun, même dans des contextes sociaux, dans la vie de tous les jours, entre potes, entre familles. Oui, bien sûr. Savoir garder son sang-froid, c'est super important. C'est la raison pour laquelle, s'il y avait des sanctions, pardon, dans votre propre camp, Jean-Luc Mélenchon, on a entendu François Ruffin, député France Insoumise, qui vous a répondu dans Le Monde en regrettant, je cite, la parole de votre groupe, que cette parole ne soit pas à la hauteur de la gravité des événements. Ce sont ces mots. Parfait. La parole n'est pas à la hauteur des événements. Ok. Quelle parole et pourquoi elle n'est pas à la hauteur? Genre, il n'y a jamais aucune critique sur le fond, il n'y a jamais rien de clair. Pourquoi c'est pas à la hauteur? Qu'est-ce qu'il y avait qui n'était pas à la hauteur? Je sais pas ce que Ruffin a dit. Ruffin a quand même pas mal vrillé depuis 1 an politiquement et on comprend plus du tout pourquoi il fait ou il dit les choses qu'il dit. Il aurait peut-être pu citer un des arguments de Ruffin s'il y avait des arguments de Ruffin. Est-ce que vous pensez pas que si Ruffin avait eu des bons arguments, ils auraient été cités par Demorand? Parce que le fait qu'il y ait rien de cité, que ça soit juste un truc vague, c'est toujours les mêmes strats, c'est fou. Ah ouais, non mais il y a rien qui change, hein. Il y a rien qui a changé depuis 10 ans. J'aurais été tellement sûr que l'article de Ruffin dans Le Monde était un contre son camp, il est catastrophique. Juste Ruffin, je sais pas ce qu'il a, je sais pas. Ces mots lui appartiennent et ce n'est pas mon avis. Donc il a tort. Écoutez, arrêtez la provoque. Non, c'est pas votre avis. Oui, c'est ça, il a tort, machin. Vous aimez la baston, le pas buzz. C'est vous qui pourrissez la vie politique de ce pays. Non, Jean-Luc Mélenchon. À provoquer sans arrêt. Au lieu de discuter tranquillement des idées, de ce que l'un, de ce que l'autre dit, il faut que ce soit par nécessité violent, contradictoire. Je vous parle de... Ok, c'est là qu'il est tellement stratégique, les gens. C'est vous qui essayez de créer de la division. Moi, j'aime mon camarade Ruffin. Peut-être qu'il a tort sur ce truc-là. La lutte continue à ses côtés. On est forts ensemble, machin. C'est parfait. C'est parfait. Il cède pas à la tentative de diviser la gauche. Et en plus, il glisse une pique, il glisse un constat général sur le fonctionnement des médias mainstream pour dénoncer en temps réel le vrai mécanisme de ce qui est en train de se passer sur le plateau. C'est parfait. Ils sont en PLS en face. Genre, comment tu réponds à ça en fait? Qu'est-ce que tu dis quand Mélenchon... Imagine, mettez-vous vraiment à la place du chien de garde en face. Genre, qu'est-ce que tu fais quand Mélenchon te débunk aussi violemment en fait? Tu peux rien faire physiquement, c'est fini. Au lieu de discuter tranquillement des idées, de ce que l'un, de ce que l'autre dit, il faut que ce soit par nécessité. Je peux te dire qu'il en pense pas moins sur Ruffin. Oui, il doit vraiment ne pas comprendre pourquoi François Ruffin dit et fait les choses qu'il fait depuis 1 an. Mais il a déjà critiqué Ruffin à plusieurs reprises. Hein. Mélenchon, il a été très clair là-dessus. À la fête de l'UMA, sur le backseat, là, il a dit Ruffin se trompe là-dessus. Sur le truc de Nantes, doit parler plus calmement. Il a même dit... D'ailleurs, Ruffin devrait appliquer ce conseil-là. Il devrait se l'appliquer à lui-même, par exemple, quand il a eu des propos assez fous devant l'Élysée pendant les Gilets jaunes envers Macron. Et il était là en train de péter un câble dans la rue, en train de dire il y aura une révolution. Je sais plus c'était quoi exactement qu'il avait dit à l'époque, mais c'était, à mon avis, pas le truc le plus stratégique à dire à ce moment-là. Donc bon, c'est un petit peu marrant de voir le Ruffin de l'époque et ce qu'il dit aujourd'hui. On ne sait pas du tout pourquoi il a changé, on ne sait pas du tout pourquoi il préconise un changement de stratégie, mais en restant extrêmement vague, extrêmement flou comme d'habitude. Un peu comme toutes les critiques sur la démocratie interne, en fait. Hein. On reste ultra vague, ultra flou, on ne sait pas pourquoi il faut changer, on ne sait pas vers quoi il faut le changer, etc. Mais apparemment, il y a un problème quelque part. Est-ce qu'il est parmi nous dans cette pièce? On ne sait pas, mais
violent, contradictoire. Je vous parle de moi, monsieur Badou, et vous allez écouter ce que je dis. Et je dis que entrer dans la guerre contre le terrorisme, c'est accepter un vocabulaire qui n'est pas le nôtre et qui nous éloigne. Ruffin, deux partis pour le Ruffin basé qu'on a connu, la simple caresse de la bourgeoisie médiatique qui lui a laissé entrevoir la présidentialisation, lui a fait péter un boulon. Je sais pas si c'est ça, hein. Vous pensez que Ruffin, il veut être président? Vous pensez qu'il est motivé par ça? Je sais pas, je sais vraiment pas, je comprends pas moi. Hein. Comme pour énormément de gens, je sais pas ce qui se passe dans leur tête en fait. Je m'entraîne à faire des titres de journaux. En vrai, on est triste pour Ruffin qu'il déraille, ouais, c'est juste bizarre en fait. Après, il était déjà pas ultra basé sur certains trucs. Hein. Déjà, il y a 5-6 ans, mais il y a quand même eu des gros changements depuis un an, quoi. D'une chose qui, elle est très précise. Le crime. Et souvenez-vous, il y a 1 an et demi, quand on a dit pourquoi Ruffin dit que ni Macron ni Le Pen au second tour, s'abstenir au second tour entre ces deux options, on peut comprendre. Souvenez-vous qu'on était genre parmi les premières personnes à dire mais Ruffin pète un câble politiquement, qu'est-ce qu'il est en train de défendre? Il est matrixé par essayer d'appliquer sa stratégie qu'il applique dans sa circo, localement, essayer de l'appliquer à l'échelle, enfin localement sur un marché, genre à 2 jours avant l'élection, essayer de l'appliquer pour tout le monde au sens large dans le pays, sur un média mainstream. On disait ça déjà, et à l'époque on a dit ça, genre tout le monde nous a chié dessus en disant Ruffin a raison, on peut pas savoir qui est pire entre Macron et Le Pen. On se rappelle de ça, hein, lol, MDR. Crime de guerre et la convocation de la Cour pénale internationale. Et puisque vous citez François Ruffin, vous aurez le bon goût de vous rappeler qu'il vient de publier une tribune dans laquelle il demande qu'Israël soit amené le gouvernement d'Israël, M. Netanyahou, à la Cour pénale internationale et que la Cour pénale internationale... Ruffin est juste pas cohérent. Un jour, le gars dit qu'il ne sent pas son groupe prêt pour prendre le pouvoir. La semaine suivante, il dit qu'il n'a pas les épaules pour le rôle. Ensuite, il prépare sa future candidature la semaine d'après. Il n'y a aucune colonne vertébrale, c'est un flanc. Et le dernier flanc qu'on a élu, je l'ai encore en travers de la gorge perso. Ouais, c'est un peu ça, là. Ça, c'est une assez bonne description, en vrai. Ouais, on a l'impression qu'il y a vraiment un manque de colonne vertébrale politique, quoi. On ne sait pas trop d'où vient la faiblesse manifeste de Ruffin. Pourtant, je me souviens de ses discours à l'Assemblée en 2017-2018. J'étais littéralement... il me semblait être un des députés les plus basés pour bouger le curseur, pour dire les termes, pour s'en foutre de la bienséance bourgeoise imposée dans l'Assemblée nationale, des soi-disant règles, de comment il faut s'exprimer, de comment il faut présenter les choses et tout. Enfin, il disait directement à des ministres, genre, comment vous faites pour vous lever le matin, mettre vos chaussettes et aller au boulot alors que vous êtes en train de détruire la vie des Français. Il enlevait son pull, il avait un maillot de foot en dessous, il se faisait sanctionner à l'Assemblée et ça permettait de passer un message et de faire parler d'un sujet dont personne ne parlait à travers des stratégies efficaces médiatiquement. Enfin, c'était cool, quoi. Il était stylé. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un truc basé de François Ruffin? Vous pouvez choisir qui vous voulez, mais Mélenchon, c'est ciao. Gravier, Milei, n'hésite pas à venir en vocal. Si t'as franchement, si t'as des solutions, moi je suis chaud d'écouter ce que tu proposes. Hein. De toute façon, les gens, on parle pas, on sait pas qui va être candidate ou candidat en 2027 pour la gauche, donc on va même pas essayer de présupposer que Mélenchon il sera ou il sera pas, on s'en fout en fait. Si en 2027 il y a une primaire, il sera candidat face à Faure, Tondelier et Roussel, non mais les gens, arrêtez, venez, on parle pas de 2027. J'ai une take sur Ruffin, il croit que les médias l'invitent et sont indulgents par rapport à d'autres de chez LFI parce qu'il est raisonnable et il a de la nuance, mais il n'envisage pas que les médias l'utilisent pour adoucir les propositions radicales de l'avenir en commun ou même pour taper sur ceux qui tiennent la ligne. Franchement, si ça c'est vrai, j'aurais surestimé l'intelligence politique de Ruffin, alors si ça c'est vrai, parce que moi j'avais l'impression qu'il savait tout ça, quoi. Enfin, ça semble vraiment être le niveau 0 pour comprendre quelque chose à la politique, de comprendre que dès qu'il y a une micro-division au sein de la gauche, elle est utilisée immédiatement par la droite et par les médias mainstream pour faire des dommages à la gauche politiquement, ou tenter de faire ça. Vous laissez tomber des alliés trop vite. À quel moment j'ai laissé tomber personne en fait, hein. Moi je critique des positions et des propos de Ruffin qu'il a eu depuis un petit moment, ponctuellement, et Ruffin il change d'avis sur ces trucs là quand il veut. Hein. En fait c'est pas une question de laisser tomber, c'est on critique des idées qui en l'occurrence sont défendues par une personne. Mais les idées ne sont pas essentielles à cette personne. La personne peut changer, peut se remettre en question et le fera probablement, en tout cas j'espère. C'est mon premier message, je dirais que je me fais bully, je peux pas changer ce que
Attends, arrête de chouiner dans le chat. Genre, à quel moment tu te fais bully? Je comprends pas. Je t'ai littéralement proposé de venir discuter. Quoi? Mulch fait des streams radio libre où n'importe qui peut intervenir et venir discuter s'il a un désaccord politique avec lui? Mais Mulch est un bully toxique horrible. Ok, d'accord. Ouais, Némanthrope, on va regarder. J'ai ouvert le lien, on va regarder après. 2 secondes les gens, petite pause technique, j'arrive. Je vous mets Mélenchon quand même. La guerre contre le terrorisme, c'est accepter un vocabulaire qui n'est pas le nôtre et qui nous éloigne d'une chose qui, elle, est très précise, le crime de guerre et la convocation de la Cour pénale internationale. Et puisque vous citez François Ruffin, vous aurez le bon goût de vous rappeler qu'il vient de publier une tribune dans laquelle il demande qu'Israël soit amené le gouvernement d'Israël, M. Netanyahou, à la Cour pénale internationale et que la Cour pénale internationale puisse entrer à Gaza, ce que j'approuve absolument et que nous défendons au Parlement européen. Si nous ne mettons pas de l'ordre, nous avons besoin d'un monde ordonné, pas d'un monde multipolaire, d'un monde ordonné autour de la loi et des organisations internationales. Si vous ne comprenez pas ça, tous ceux qui m'écoutent, alors vous êtes partis dans une logique de guerre sans fin. Il nous faut l'ordre international. Nous n'avons rien d'autre, hélas, que cet ordre international. Et nous autres Français, nous devrions en être particulièrement fiers, parce que la... Basé. Après, ouais, vous voyez que la stratégie de Mélenchon est vraiment bonne sur Ruffin, c'est-à-dire qu'il met en avant les points d'accord et il met en avant tous les trucs qui les rassemblent et il dit vous ne réussirez pas à la division, etc. Bon, peut-être sur un truc Ruffin il se trompe, ce qui est évidemment la bonne chose à faire dans la position dans laquelle il est, hein, c'est très très bien. Rien à voir avec Mélenchon, mais j'en entends l'interview économique la plus dépressive de ma vie sur France Info, preuve de notre mort économique et de la corruption de Valérie Pécresse et sa région. T'arrives encore à écouter France Info, c'est waouh. Moi j'arrive pas, hein. Pas en dehors de mes heures de boulot, en tout cas pas dans mon temps libre pour le boulot, ouais. Alors attends, qu'est-ce que vous racontez? Gravier-Milley, ok, ouais. La première Société des Nations a été à l'initiative d'un Français, Aristide Briand, et qu'ensuite l'ONU, que nous avons, qui est pleine de défauts, mais du moins existe-t-elle? Sinon, nous serions... France Info égale extrême droite fasciste, réel. Abandonnés aux fauteurs de guerre. Et là, je ne vous parle pas de crimes de guerre, mais d'une explosion des actes antisémites, qui est une réalité en France depuis le début du conflit au Proche-Orient. 1500 actes ont été commis, en tout cas recensés, c'est 3 fois plus qu'en 2022. Qu'est-ce que vous avez à dire, à faire, à proposer face à la montée de cette haine? Alors, d'abord qu'on se comprenne bien, il y a les actes antisémites, il y a les actes anti-arabes, qui sont islamophobes, il y en a par centaines. Alors ceux-là, vous n'en connaissez pas les chiffres, évidemment, et c'est seulement parce que vous n'avez que ces chiffres-là que vous les mentionnez. Ce que je veux dire, oui, parce que vous n'en parlez pas. Il y a des rapports qui montrent la montée de la discrimination dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Qu'il y a des actes contre les... Ouh, ok, wow. Ok, incroyablement basé de rappeler ça, hein. Et vous citez ces chiffres-là parce que il y a que ces chiffres-là que vous avez pas les chiffres sur la montée des actes islamophobes. C'est bien pour ça que vous citez que ces chiffres-là. Et du coup, elle en face, elle est obligée de dire ah non, il y a aussi des chiffres sur ça et oui, ça monte. Ah ok, pardon, ok. Vraiment la strat pour que elle-même rappelle que oui, il y a des chiffres et pour que du coup ça soit pas lui, parce qu'imagine si lui-même il se ramenait avec des chiffres. Sans doute que les journalistes en face diraient un truc du style oui, mais ces chiffres-là sont publiés par cet institut qui n'est pas fiable. Enfin, ils trouveraient une façon d'essayer de le décrédibiliser ces chiffres-là aussi. Après, moi, je suis pas allé voir dans le détail les chiffres, mais ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait une augmentation des actes islamophobes pour un tas de raisons évidentes. C'est pas bien, les actes islamophobes, les actes antisémites, c'est une catastrophe. C'est insupportable qu'il y ait un tas de personnes dans le pays qui réduisent le conflit qui essentialisent des positions politiques, que ça soit être un sioniste ou être un suprémaciste juif comme Netanyahou et son gouvernement, ou être un fondamentaliste islamique qui prône un djihad violent, et être racisé arabe, enfin bref. L'essentialisme, c'est pas bien en fait. L'essentialisme conduit à de la souffrance, conduit à des erreurs de raisonnement qui ensuite font que les gens détestent intrinsèquement une catégorie de gens pour ce qu'ils sont et non plus pour ce qu'ils font. Demeurer.
La gauche se bat contre tout l'essentialisme, toutes ces formes-là, donc évidemment contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, et c'est une bonne chose. Rien à voir, je regardais hier une de vos anciennes vidéos sur l'affaire Quatennens où vous disiez que par ailleurs il défendait la lutte contre les VSA, c'est faux, c'est dénoncé par des féministes. Salut Fatima Benomar, Ok, fin du hors-sujet, attends, je regarde vite fait ton lien. Ok, bah viens, on regarde ça après peut-être. Rappelle-moi après peut-être qu'on regarde ça, mais... Je pense que j'ai tort sur un truc que j'ai dit sur Quatennens. Ok. Boutakriev préfère un vague spécialiste que les observateurs de l'ONU, par exemple. Musulmans et contre les Arabes Bien dans sûr. ce pays. C'est pas mal, on progresse. Mais ce que je veux dire fondamentalement, il faut que vous m'entendiez. Nous sommes, antiracistes. Nous sommes engagés dans la lutte antisémitisme, contre l'antisémitisme. Ah, engagé dans la lutte antisémite. Ça y est. Enfin, on a une preuve irréfutable par ces dangereux insoumis de l'antisémitisme de Mélenchon. Il a dit, les gens, c'est confirmé. Ça y est. Mesdames et messieurs, on l'a eu. Il a dit, on est dans la lutte antisémite. Nous sommes engagés dans la lutte antisémitisme. PolitiWiki. Contre l'antisémitisme. Vite, contactez Libération. Ah mais je suis sûr qu'il y a déjà eu des clips qui ont été faits, qui sont en train d'être partagés activement sur Twitter. Je suis 100% sûr. Même lapsus qu'avec cette pauvre Obono. Bah non mais de toute façon quand tu parles comme ça dans les médias, faut essayer de faire le moins de lapsus possible, mais c'est pas... et personne n'est parfait, d'accord. Enthoven est sur son 3e remix de la séquence, ouais, probablement. Nous sommes engagés dans la lutte antisémitisme, contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que c'est nous que ça menace, comprenez-le bien. Le venin que l'ennemi va diffuser dans le peuple, que nous avons intérêt à unir autour de ces revendications communes, c'est le racisme. C'est-à-dire que si vous... Pardon ? L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est l'adversaire, le système en... Quoi ? Pourquoi il dit... Nous sommes engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, parce que ça nous divise. C'est l'ennemi qui veut nous diviser. Et alors, l'ennemi, c'est qui ? C'est les juifs ? C'est ça, monsieur Mélenchon ? J'ai l'impression que c'était ça qu'elle voulait dire. Pardon ? L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est l'adversaire, le système en place, l'ordre, autrefois on disait l'ordre bourgeois, le capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'il a en face de lui le très grand nombre. Donc nous devons l'unifier, et lui, comment voulez-vous qu'il le divise ? Aujourd'hui, il ne peut pas dire aux gens, bossez dur, ça va aller mieux demain, parce que c'est pas vrai. Si vous bossez dur, ça va pas mieux pour vous. Par conséquent, il ne lui reste qu'une arme, c'est le racisme et l'extrême droite. Donc nous sommes les premiers... Technique de surpréciser les termes pour perdre l'auditeur. La première ligne de la lutte contre le racisme. Franchement, là-dessus, il aurait pu continuer de parler et ignorer le fait qu'elle a dit « Mais c'est qui l'ennemi, monsieur Mélenchon ?» Je pense que ça aurait été mieux de faire ça. Je sais pas pourquoi il s'est laissé interrompre et il a accepté de répondre à cette question débile. Tous les racismes. Parce que c'est nous que ça divise. Les autres, ça les divise pas, ils sont tranquillement chez eux. Vous inquiétez pas, hein, quand ils sont riches, ils se supportent tous les uns les autres. Mais c'est parmi les pauvres, c'est parmi les travailleurs que le racisme fait les plus grands dégâts. C'est la raison pour laquelle la première lutte de la ligne, alors on m'a dit que j'exagérais, mais c'est la vérité pure et simple, parce que ça participe de notre stratégie politique, l'unité du peuple et le refus absolu de sa division sur des motifs indépassables. Parce que le racisme, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Quand quelqu'un est convaincu que quelqu'un, à cause de sa religion ou de sa couleur de peau, est infréquentable, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte ? Nous, on passe derrière, on dit « mais vous êtes fous, réfléchissez ». Mais le temps d'extirper ce venin est tellement long, tellement compliqué. La France a connu ça, vous savez, d'innombrables fois. Quand Éric Zemmour parle de la France qui contiendrait aujourd'hui... Il a raison. Compliqué. Pas impossible, mais long et compliqué, c'est sûr. Franchement, il est tellement basé sur les plateaux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est quoi la question ? On parle de la France qui contiendrait aujourd'hui 2 peuples. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais pourquoi ? C'est fou qu'on pose ce genre de questions. Tu sais, on aurait pu regardez comment ils essayent ils bougent le curseur pour que l'opposition, ça soit l'extrême droite. Tu sais. Ils auraient pu poser une question sur les lois en train d'être mises en place par le gouvernement. Enfin, on rappelle quand même que c'est les macronistes au pouvoir, c'est la droite libérale au pouvoir. Ils font des lois immigration, ils font une loi RSA, ils font... Non, on va sortir la phrase de Zemmour. Donc déjà, on considère comme un acteur politique central et tout, Éric Zemmour. Hein. C'est en tout cas le truc véhiculé par le fait qu'on cite son propos et sa thèse et ses théories complètement tarées dans un contexte comme ça. Donc France Inter. Hein. C'est ça le sujet d'actualité super important. C'est
Cette théorie complotiste fasciste, comment vous la débunkez, monsieur Mélenchon? Parce que quand même, beaucoup de gens y croient en France, c'est super important, Zemmour, etc. Enfin, c'est fou, quoi. Parfois, on a l'impression que c'est Mélenchon qui dirige le pays depuis 20 ans. C'est quoi les deux peuples? Ouais, franchement... Là, il y a plusieurs strates que Mélenchon pourrait faire face à une question comme ça. Il pourrait... Franchement, à ce stade, il pourrait juste dire je réponds pas à ce genre de personne et tout. Zemmour, c'est qui Zemmour? Je sais pas pourquoi vous me parlez de fasciste, de nobody fasciste comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai sujet, s'il vous plaît, monsieur? On n'a pas infini temps sur cette interview. Il répond qui? Ouais, il répond qui ça? C'est qui cette personne? Après, je pense que là, il va rentrer dans le débat pour le débunker, mais après, il peut juste demander c'est quoi les deux peuples? Allez-y, allez-y, monsieur. Vous dites qu'il y a deux peuples? Vous dites que Zemmour dit qu'il y a deux peuples? C'est quels deux peuples? Et si lui, en face, si lui répond un truc désastreux, là, du coup, Mélenchon peut rentrer dans un débat avec lui, donc c'est bien. Et s'il fait genre, il peut pas répondre genre, je sais pas, faudrait demander à Zemmour, Mélenchon peut dire, d'accord, ok, bon, bah, ayons ce débat quand Zemmour sera là, parce que je vais pas avoir un débat avec vous sur un truc dont vous savez même pas de quoi Zemmour parle, ça sert à quoi? Comme ça, on pourrait passer au prochain sujet assez rapidement. Gros Lardon a dit qu'il y avait deux peuples. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ouais, mais non, c'est vraiment ça. Hein. En termes de pertinence politique, Zemmour et Gros Lardon, c'est à peu près la même chose, donc oui. Que ça prouve une bonne fois qu'il ne comprend rien à l'identité de la République française. La France, bien sûr. Vous avez plusieurs fois parlé de créolisation, ce qui est aux antipodes, justement, oui. Alors, de son expression. Ça le rend malade, mais il fallait bien que je trouve un mot qui me permette de faire comprendre comment l'universalisme était un facteur de rassemblement et non de division. Parce que c'est vrai, Ali Badou, que dans le passé, moi je suis un homme engagé depuis longtemps, on ne se souciait pas trop des détails. Donc on disait, allez hop, bon voilà, l'universalisme, il n'y a que ça de vrai. Et puis il y a des tas de gens qui souffraient parce que leur différence de couleur de peau ou de religion faisait qu'ils étaient exposés à toutes sortes d'avanies. Et ils avaient l'impression que des gens comme moi n'en tenaient pas compte. C'est pourquoi je suis entré dans le détail, j'ai réfléchi. Alors je dis à Zemmour la première chose. Le peuple français, monsieur Zemmour, n'est pas une ethnie. Le peuple français est un peuple rassemblé par un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, qui est un contrat laïque. Il n'y a donc qu'un seul peuple français, un et indivisible, qui répond de la communauté légale, c'est-à-dire des droits que nous partageons. La créolisation, ça veut dire une chose que M. Zemmour et quelques autres n'ont pas compris. Les peuples se mélangent culturellement, pauvre ami, pas seulement parce qu'ils font des enfants ensemble, ça c'est le métissage, mais il y a une qualité supérieure, typiquement française, la créolisation, c'est-à-dire que les cultures s'interpénètrent et font jaillir du nouveau. C'est en français, le poète Édouard Glissant. J'adore quand les cultures s'interpénètrent, personnellement. Basé de fou. Super réponse, en vrai, super réponse. Il a voulu vraiment rentrer dans le sujet et en parler un petit peu de la créolisation. Et franchement, je suis super content de cette réponse qu'ils ont pu trouver. Bon, après, ils ont pris un terme, un peu, ils ont pris créolisation, ils ont pris... Au début, avec ce truc-là, je me disais, est-ce que c'est pas un peu trop intellectuel? Genre, est-ce que c'est pas un truc un peu bizarre de venir avec une référence comme ça à un livre, à un auteur? Est-ce que ça va parler aux gens? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Fallait encore qu'il y ait un problème technique, quoi. C'est insupportable. Il n'y a plus de cam. Le mot créole, ça parle. Ouais, c'est pas faux. Attends, Mulch, il y a le passage sur le nucléaire. Attendez, 2 secondes les gens. Vous m'entendez là? Pourquoi? Putain, mon son a coupé aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ou pas? Aujourd'hui, t'es censuré par ton matos? Ouais, j'en peux plus. Ouais, on t'entend, ok. Sa stratégie de Zemmour de toujours invoquer des références intellectuelles pour se donner du crédit et une autorité, je trouve ça pas si mal. Ouais... Moi, j'avais pas... ok, dans le débat avec Zemmour, globalement, il a gagné le débat avec Zemmour très clairement. On parle du débat d'il y a 2 ans pendant la campagne, là. Il avait quand même globalement bien géré. Mais moi, toute la phase où il est rentré vraiment dans les détails des auteurs, des trucs historiques, ultra obscurs et tout, je dis pas qu'il a tort factuellement, mais je dis juste qu'en termes de stratégie rhétorique, j'avais pas trouvé que c'était le truc le plus efficace. Parce que je pense qu'il perd tout le monde quand il rentre dans les trucs comme ça. Et c'est important de rester intelligible pour l'immense majorité de la population. Bon, après, là c'est pas le cas dans cette interview. Hein. Là, c'est très clair ce qu'il dit. Hein. C'est très clair. Mais non, là, ça montre quand même, c'est très solide comme rhétorique. Pour répondre là-dessus, juste rappeler l'évidence et les bases du fonctionnement de la France, qui est qu'on est une communauté
soudés par le contrat social, en fait, la politique, le fait qu'on se reconnaît des droits, on se reconnaît un système légal, politique, etc. Enfin, oui, c'est la base du pays, quoi. Très très bien. Qui a fait naître ce concept de créolisation, et la France est en pleine créolisation, virgule, tant mieux. Encore une question sur le... Stylé. Il aurait pu aussi dire que, par exemple, l'immigration n'a eu que des impacts positifs pour la France depuis 50 ans. Les 50 dernières années, l'immigration des 50 dernières années, toutes les études montrent que ça a eu un impact économique positif, ça a permis un meilleur développement, un développement plus rapide. Voilà, enfin, il n'y a pas d'impact négatif démontrable en fait sur la France. Malgré ce qu'on entend H24 de la part de la droite et de l'extrême droite sur l'immigration, c'est juste ils n'ont pas de données en fait pour prouver ça. Nous, pour prouver que ça a eu un impact positif, on a des données, on a des méta-études économiques qui font des analyses approfondies sur l'impact et on voit que c'est un impact positif. Et puis en plus, oui, il rappelle que c'est la base de l'humanité, que tout le monde, tous les pays ont toujours échangé, toute l'évolution culturelle a toujours été faite avec des influences d'autres pays, d'autres régions, d'autres peuples, au sein d'un pays, entre des pays, entre des continents, etc., etc. Enfin, c'est fou cette idée de vouloir séparer les gens, arrêter d'échanger, arrêter de voyager, arrêter de se déplacer sur la Terre. C'est juste, ça n'arrivera jamais, c'est complètement lunaire de vouloir ça. Et la seule raison qu'ils veulent ça, c'est parce qu'ils sont racistes. On est bien d'accord, il dit n'importe quoi, il enchaîne les références pour intimider, mais le pire, c'est que ça marche. Zemmour, ouais, je sais pas si ça marche vraiment. Ça marche pour un certain... En fait, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont fans de Zemmour, c'est pas parce qu'il fait des références machin, c'est parce qu'il est raciste et eux sont racistes et donc ils aiment un raciste, en fait. Hein. Ils vont te dire, c'est un Iranien qui a tué un touriste à Paris ce week-end, on répond quoi à ça ? Tu réponds, et alors ? Et alors, oui, dans un pays, parfois, tu vas avoir des personnes qui n'ont pas la nationalité, qui commettent des crimes et des meurtres, oui. Ça ne suffit pas à montrer que ça a un impact négatif sur le pays. En fait, tu peux pas juste pointer du doigt une personne, ou même une dizaine, même une centaine de personnes. Il faut garder des moyennes, en fait. Tu dois garder des stats sur le temps long, tu dois garder des infos comme ça. Et ouais, il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, les personnes étrangères commettent plus de crimes et de délits que les personnes pas étrangères sur le sol français. Je pense que ça, c'est un fait pas mal établi. Mais tu pointes du coup des facteurs socio-économiques. En fait, en moyenne, ces gens-là sont dans des situations socio-économiques moins favorables à une vie stable et saine et tout ça. Et tu montres que, en fait, tu regardes une carte des endroits où il y a plus de crimes ou de délits et une carte du niveau de vie des gens, revenus, patrimoine, la richesse, quoi, au sein de la France ou même dans le monde entier. Et tu verras qu'en fait, le fait d'avoir des gens qui commettent des crimes, etc., c'est pas lié au fait de venir de tel ou tel endroit du monde. C'est pas lié à la couleur de peau, ou c'est pas lié à tes croyances religieuses. C'est lié factuellement à est-ce que les gens sont dans la misère, est-ce qu'ils sont en détresse, et du coup ils se tournent vers des activités illégales, des délits, des crimes, des choses comme ça, quoi. Si on te répond corrélation n'est pas égale à causalité, en fait c'est à eux, le truc en fait c'est, il faut, en fait ne soyez pas sur la défensive là-dessus, il faut que les gens qui prétendent que l'immigration cause plus de criminalité ou l'immigration a un impact négatif sur la France autre que ça, c'est à ces gens-là de le prouver. Donc vous dites, moi j'ai vu des études qui montrent que ça a un impact positif, montrez-moi que ça a un impact négatif, quelles sont vos études, quelles sont vos sources, vous les mettez eux sur la défensive, c'est tout. Le conflit israélo-palestinien, c'est une région. Par contre, ne niez pas par exemple que certaines catégories de la population commettent plus de crimes empiriquement aujourd'hui en 2023 en France. Ne niez pas des trucs comme ça. Genre si on dit ah oui mais les pauvres ils font plus de crimes machin, si c'est un truc qui est vrai dans les stats, ne dites pas non c'est faux, c'est méchant pour les pauvres de dire un truc comme ça. Il n'y a jamais besoin de contredire un fait établi par des études pour faire des arguments progressistes d'intérêt général, etc. Il n'y a jamais besoin de faire ça, donc ne faites pas ça. Du monde et un conflit que vous connaissez depuis longtemps. On a été quand même surpris jeudi de vous entendre comparer Gaza et Guernica, comme ce que vous avez dit à Rochefort. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer cette comparaison ? En 1937, ce sont les avions allemands, les avions nazis qui bombardent Guernica pour appuyer l'armée fasciste de Franco. Et comparaison n'est pas raison.
Ah oui. Ou expliquez-nous, Oui, Jean-Luc c'est ça, Mélenchon, il faut de toute Gaza, façon- Guernica. Oui, oui. Chaque fois que je fais un discours quelconque, ce qui rend maintenant Quoi mes prises de parole. Quelqu'un a compris? Ce sont des demeurés. Encore une fois, c'est quoi cette question complètement lunaire? Genre, on aurait pu parler de la politique en train d'être menée en ce moment même par le gouvernement français. On aurait pu parler de 400 sujets importants. Et là, ils lui sortent une phrase soi-disant problématique, j'ai même pas compris. Il a dit t'as comparé Israël aux nazis. Plus que 3 followers. Oh, trop bien les gens! Les gens, officiellement, il reste 3 followers pour qu'on dépasse pour la première fois les 3000 followers sur cette chaîne. Si vous écoutez le stream, vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. Vous pourriez être la 3 millième personne à suivre cette chaîne Twitch. Vous rentrez dans l'histoire de la neutrosphère. Ce soir, si vous le voulez bien. Ce sont Partagez le stream. des On est à... demeurés. Il nous reste 2 personnes. Merci pour le follow. Lorig. Attention. Attention, est-ce qu'on peut dépasser les 3K? Ah, attendez, c'est redescendu. Attendez, je comprends pas. Je crois que quelqu'un a unfollow. Aïe, 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 aïe. Non, je sais pas. Je crois que j'ai pas de notif quand les gens unfollow. Mais ça a pas monté en fait. Ça a pas monté Ce sont d'un des follow. Donc je sais pas. demeurés. Tripon. Attends, Tripon, tu suis. Ah non, ok, t'es parti, t'es revenu. des demeurés. Monsieur Tardigrade, merci pour le follow. Attends, maintenant il en reste 2. Porta du capital. Et merci beaucoup pour le don. KDV, let's go. C'est pas beaucoup, mais on aide comme on peut pour que tu fasses ta chaîne avant le jeu de BPT. Merci beaucoup pour les 10 €. Ça fait trop plaisir. Sur Ko-fi. Et ouais, t'inquiète, on est à fond sur ce truc. On est à fond là-dessus. Et je sens que quelqu'un va devoir me payer un japonais très prochainement parce que BPT, je vais juste dire, ça fait un petit moment qu'il m'a pas envoyé une version bêta du jeu à tester. Je sais pas, je vais rien dire de plus. Ouais, lui dites pas que j'ai dit ça, merci. Un esclave japonais, enfin mulch. Oh non! Oh non, le chat! J'ai follow et j'ai unfollow. Ok, vous voulez juste être une petite bande de petits trolls en fait aujourd'hui, c'est ça que vous voulez faire. 96, ok, vous êtes littéralement en train de faire baisser le compteur de follow là, c'est ça qui est en train de se passer? Ce sont des demeurés. J'en peux plus. Merci pour le follow, Vanua Design. Merci pour le follow. L'auto-sabotage de la neutrosphère. Attendez, on fait une petite pause sur l'interview de Mélenchon. Est-ce qu'on peut juste dépasser les 3000 comme ça? On se débarrasse de ça et on peut continuer le stream normalement. Parce que là, j'en peux plus. Je déteste cette prise de vue. Pourquoi ma cam a lâché? C'est insupportable. En plus, il y a plein de gens. Le chat YouTube, je vous vois le chat YouTube. Ramenez-vous sur Twitch. Je sais pas ce que vous faites sur YouTube. Pourquoi il y a 100 personnes qui regardent sur YouTube? C'est déjà bizarre de base. Ramenez-vous sur Twitch. Venez follow, s'il vous plaît. Mush, il fait 4 mètres de haut. Mais non, c'est parce que j'ai le pire angle de vue quand je suis comme ça. C'est en train de me trigger, ça y est. Ils sont taquins, c'est neutre. Dès que t'arrives à 3000, je unfollow. Non mais au moins, on aura passé la barre. Comme ça, on peut juste dire qu'on l'a fait. On peut passer à la suite, quoi. 96. Il reste 4 personnes. Bon. Vous avez décidé d'être insupportable. Insupportable. J'arrive même pas à avoir le chat YouTube. Attendez, j'essaie de mettre le lien dans le chat YouTube. Pourquoi le chat s'affiche pas? What? Pourquoi il n'y a pas de chat sur YouTube? Codorius, merci pour le follow. Mais je sais que tu me follow déjà, donc c'est juste encore un troll. Demeurés. Merci pour le follow, Jack23. Et merci Monkeyed Gorilla pour le follow. Attention, on en est à où? On en est à où? Faudrait peut-être que j'ai une barre sur le stream en fait. Parce que là, personne sait ce qui est en train de se passer. Je sais plus où elle est ma barre. J'avais une barre de followers. Est-ce qu'elle est encore dans mes trucs OBS? Plus qu'un, let's go. Plus qu'une personne, plus qu'un follow et on dépasse les 3000. Et on peut continuer l'interview de Mélenchon tranquillement. S'il vous plaît les gens, venez, on le fait. Ce sont des demeurés. Hey, let's go! 3000 followers! Ah! Ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on veut, bordel. J'espère que t'as préparé un discours mulch. En plus, j'avais un goal. C'est bien, j'avais oublié que j'avais mis un goal, mais c'est une bonne chose. Sinon, il n'y aurait pas eu cette alerte. Incroyable, les gens, on l'a fait. Une nouvelle étape. Un petit pas pour la gauche, mais un immense pas pour la neutrosphère. On a dépassé les 3000 followers. Merci beaucoup. Du coup, qui est la 3000e personne? Grimpsy, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi, Grimpsy. Tu l'as fait officiellement. Incroyable. Ah, attendez, il y a eu un don. Bah, bienvenue, Grimpsy, écoute.
Tu pourras dire, tu pourras mettre sur ton CV le 3 millième follower de la chaîne de Mulch. Officiellement, je te discerne le titre. T'as gagné la PS5. Batmulch évolue. Pensez à liker, partager, commenter les vidéos YouTube. Oui, les gens. Bien commun, t'as complètement raison. Je rappelle aussi que partager les vidéos YouTube, liker, commenter, tout ça est super important pour booster à fond la neutrosphère. Alors attendez, je regarde le don. Merci pour les 5 €, Cliralia, merci beaucoup. Merci, bah écoute, de rien. Et merci à toi pour le don, pour permettre à ce contenu d'être produit en le finançant. Trop stylé, les gens. Bon, on peut reprendre Mélenchon maintenant, c'est bon. C'est bon, on a célébré, on a fêté les 3K. On était un petit peu heureux, on était un petit peu content. On peut se replonger dans la dystopie des médias mainstream, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce soir, on a franchi une super étape, faut continuer sur cette lancée, on peut le faire, les gens, let's go. C'est ce genre de positivité qu'on veut voir. Merci bien commun, merci pour la vibe. Des subs Twitch pour aider à la visibilité, c'est aussi une bonne chose. Avec mes 5 balles, j'ai acheté combien de parts de la neutrosphère afin de pouvoir l'influencer politiquement en mode Bolloré? Un gros pourcentage. Tu as énormément d'influence dorénavant, Cliralia. Merci pour ton don. Merci KDV! C'est pas beaucoup, mais on aide comme on peut. Merci beaucoup pour les 10 €. Oh là là, ça fait trop plaisir. Merci Ibrahim Osmik pour le sub. Let's go les gens, ça fait plaisir. Et merci beaucoup Cliralia pour le sub sur Ko-fi, trop stylé. Let's go, je suis actionnaire majoritaire pour la première fois de ma vie. Et c'est là que tu redeviens bourgeois. Ou bourgeoise. Confirmé, attention. Mais ici, on tolère la bourgeoisie. Ici, on est là pour parler justement à la bourgeoisie. On vous accepte, c'est un safe space pour vous ici. Faut dire plus souvent aux gens de follower, liker, commenter, ça augmente statistiquement le nombre de gens qui le font. Ouais, t'as raison. Toi, parfois, je le vois. Merci beaucoup Dadospace pour le sub. Merci pour le sub offert à Manu. Incroyable. Vous gérez de fou. Rappelle que vous avez le lien Ko-fi dans le chat si vous voulez faire un petit don. Donner de la force. Me permettre de continuer. On est en décembre. Nouveau mois. C'est la strat, on fait les gauchistes, on s'enrichit grâce à ça, puis on devient bourgeois et l'histoire se répète indéfiniment. Écoutez, si ça fait gagner la gauche, Ce sont des tout est bon à prendre. demeurés. Salut Erebus, comment ça va? Attendez, faut que j'enlève le follower goal parce que là on est juste en train d'osciller autour de 3000. Est-ce qu'on peut juste passer à genre 3050? Est-ce qu'on peut avoir 50 follow de plus? Comme ça il n'y a pas la notif du goal qui réapparaît tous les 2 secondes. C'est pas censé être fini d'ailleurs? Ah aussi les gens, il y a le train de l'hype en cours si vous voulez faire un sub. Je comprends pas là, les goals Twitch, comment ça marche? Sub goal, follower goal, 3000. Bon, ok, apparemment il est toujours là le goal, faut le dépasser genre nettement peut-être, je sais pas. C'est Golemon. Aïe. Bon, on va continuer Mélenchon, ok? Vous savez quoi? On va continuer Mélenchon. Merci les gens pour tous les dons. Train de l'hype, n'hésitez pas à faire progresser le train, on est au niveau 1. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parole compliquée. Quelqu'un trouve un mot que j'ai dit, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je n'ai pas dit, ce qui est encore mieux que tout. Non, j'ai regardé la conférence Ouais. dans son intégralité. C'est vous qui avez fait la comparaison. Je sais que vous avez regardé. Bien sûr que j'ai fait cette comparaison. Pourquoi? Alors Parce expliquez-nous. que quand le tableau a été fait par Picasso, c'était les premières fois où l'on voyait apparaître le concept de guerre totale. Merci beaucoup LJ, merci pour les 5 €. Je rachète les parts de Cliralia. Trop bien, merci beaucoup LJ. Vous avez écouté son discours sur le Gaza? Ouais, il est basé. Alors il y avait eu le début de la guerre totale pendant la guerre de 1914, mais c'était la première fois qu'on voyait comment des puissances... Merci Farid pour les 100 bits. Alors, il faut d'abord, avant toute chose, penser aux êtres humains, vous voyez? Bon, je sais que c'est un détail, mais les gens se font la guerre sur le dos des autres. Guernica est frappé, pourquoi? Parce qu'on avait massacré tout le monde. Alors là, il y avait des paquets de gens, y compris des fachos, qui étaient sous les bombes. Hein. Donc c'était pas le sujet n'était pas purement politique, il était sur qu'est-ce que le concept de guerre. Cliralia, je m'incline, je suis encore prolétaire, spé, ingé, esclave, je peux pas investir plus. Et Cliralia, qui perd le contrôle actionnarial de sa part de la neutrosphère, il revient du coup à LJ, qui l'emporte. Non, pas des références à Picasso. Total. Voyez-vous, à Gaza, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Il est mort plus de monde en 42 jours qu'il n'en est mort en 4 ans de siège à Sarajevo. D'accord? C'est un massacre de masse. Mais vous vous rendez compte que quand il fait une référence à Picasso, il n'est pas littéralement en train de nier des horreurs autour de Picasso. Enfin, genre... Oui, d'accord, ça veut pas dire qu'il est... Ok, s'il vous plaît.
Prenez le problème par le bout que vous voulez, on dirait que ça choque. Mais bien sûr que ça choque un massacre de masse. Toutes les personnes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance politique. J'ai des amis qui partagent beaucoup d'affection, comme d'autres partagent beaucoup d'affection. Merci AJ pour les 2 subs offerts. Trop gentil, trop sympa. Merci beaucoup. Et du coup, le train de la hype qui progresse. Les gens, on est au niveau 2. Pour les Palestiniens, est-ce qu'on peut aller pour plus les haut? Israéliens, ce que je comprends, mais qui sont eux-mêmes choqués. Ne croyez pas qu'une identité nationale ou une religion vaille solidarité avec les massacres. De même, quand il y a de la violence islamiste, eh bien les premières victimes, qui c'est? Les musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, à l'échelle du monde. De même là, nous devons protester toujours au nom de l'humanité. Il faut se rappeler que nous sommes le peuple humain. Peu importe notre religion ou notre couleur de peau, une bombe qui tue des gosses, tue nos gosses, quels qu'ils soient. Et que le gosse qui est mort, soit israélien ou qu'il soit palestinien, cela est insupportable. Chaque vie en vaut une autre. S'il n'y a pas des gens comme nous pour le faire, et vous voyez quelle pression nous subissons, c'est que nous sommes obligés continuellement de nous justifier. Mais c'est ceux qui massacrent et qui ne disent rien qui devrait se justifier. Et le peuple humain qui se retrouve en ce moment à Dubaï pour la COP 28, puisque notre avenir est en jeu. Ah ça c'est clair, mal barré. Hein. Donc des très très bonnes réponses de Mélenchon sur le conflit en Palestine, la tentative de génocide du gouvernement d'extrême droite israélien. Il rappelle les faits, il rappelle que en fait ce qui devrait nous guider c'est l'universel humain, c'est l'intérêt de toute l'humanité. C'est juste, en fait ce qui est fou c'est que ça semble hyper basique et presque presque genre ridicule de dire des choses comme ça, mais en fait on l'entend tellement rarement dans les médias mainstream. C'est tellement la norme de justifier les crimes de guerre d'Israël, de trouver des excuses, ou alors de dire que non mais on lutte quand même correctement contre tout ça. Merci beaucoup Ibrahim Osmik pour le sub offert, trop sympa. Et merci LJ pour le nouveau sub offert, trop cool les gens. Trop cool, 82% niveau 2 train de live, on peut aller plus loin, je sais qu'on en est capable, mais non, vraiment très important de rappeler ce qu'il rappelle, et c'est fou qu'il faille rappeler des trucs comme ça, quoi. Et alors voilà, justement, qu'est-ce que vous en attendez de cette COP? Ce matin, la France a réussi à Donc changement de sujet violent, maintenant on parle de la COP. Ok. séduire une vingtaine de pays pour les amener à multiplier les installations nucléaires, pour tripler l'énergie nucléaire d'ici 2050. Alors s'il y a une stupidité, c'est bien celle-là. Car on se rassemble pour lutter contre le dérèglement climatique, naturellement. Commençons par dire, on espère toujours beaucoup. Quand a été terminée la COP 21 de Paris, on espérait tous beaucoup. Et d'ailleurs, on s'était donné le... Oh non. Oh, je sens qu'il va être catastrophique sur le sujet. Je sais pas vous, mais est-ce que vous sentez venir la mauvaise take sur le nucléaire ou pas? Aïe. Attendez, je veux juste... Est-ce que quelqu'un... J'ai vu une critique... J'ai vu un thread Twitter qui circulait là, qui est censé débunker... Est-ce qu'on peut avoir le thread? J'ai juste envie de le lire vite fait, de commenter, de voir si c'est des bons arguments. Quelqu'un sait où il est? Envoyez-le dans le chat, s'il vous plaît. Entre nous pour se féliciter, se réjouir, applaudir et acclamer. La plupart d'entre nous connaissaient le côté bidon de la conclusion, puisque la première conclusion était il ne faut pas augmenter la température de plus de 2 degrés, et que les îles sont venues en disant nous on a bien signé, mais à 2 degrés on est noyé, donc marquez 1,5. Et il y a un fonds de compensation. Attendez, oui, un fonds de compensation pour nager, c'est ça, pour créer des bouées. Non mais attendez, je plaisante à peine. Il y a un endroit en Inde où, comme ils sont inondés régulièrement, la seule parade qu'ils ont trouvée, c'est d'apprendre à nager à tout le monde. Mais là, pardon, je termine juste cette histoire, oui. On savait que les engagements des États, à ce moment-là, la COP 21, aboutissaient à une augmentation de la température de 3,5 degrés. Par conséquent, nous sommes entrés dans le changement climatique, il est irréversible. La France a pris une position ridicule et l'a fait partager par 19 autres pays. Parce que figurez-vous... Le triplement de la capacité nucléaire d'ici 2050. Voilà. Nucléaire civil. Attendez, laissez-moi au moins dire pourquoi c'est absurde. Bien sûr, il y a de nombreuses questions des auditeurs également. Oui, attendez, il faut penser à la tête d'œuf qui a trouvé ça. Ok, jusqu'à là, il n'avait pas tort sur le truc... que les COP précédentes ont pris des décisions complètement insuffisantes, et d'ailleurs même les objectifs chiffrés en termes de degrés de hausse et tout sont déjà de base problématiques s'ils étaient respectés, mais en plus complètement ignorés, parce qu'en fait c'est des accords qui sont non contraignants depuis le début. Donc oui, il rappelle quand même que c'est quand même globalement plutôt une grosse blague, ce truc de COP et ce truc d'accord, parce qu'en fait c'est totalement insuffisant pour l'instant, même si on peut encore aller dans le bon sens, hein.
Merci pour le train de l'hype, les gens, c'était cool. Jure, il a dit la seule parade qu'ils ont eue, c'est d'apprendre à nager à tout le monde. Ouais, bon, il a pris, ça c'est juste, voilà, c'est petit exemple marrant. Question des auditeurs, c'est toujours de la merde cette séquence. Ah, attendez. Sponsor principal de la COP, Coca-Cola. Bon, on n'a pas parlé de la COP, mais... Enfin, vous connaissez mon avis sur les COP, d'accord? Figurez-vous que dans le changement climatique, il se passe une chose tout à fait bizarre, c'est le réchauffement. Et voyez-vous, quand ça se réchauffe, eh ben, ça réchauffe l'eau. L'eau des fleuves, qui est moins... Personne n'a trouvé le thread alors sur... Est-ce que l'eau des fleuves... Est-ce que c'est vrai ce truc que... Attendez. Mélenchon... Je suis sûr que j'ai vu passer au moins un gros thread pour contredire Mélenchon là-dessus. Après, vous savez que c'est le pire débat de tous les temps, le débat sur nucléaire versus renouvelable. C'est le débat le plus insupportable. J'en ai déjà parlé 400 fois. Mais je suis chaud de vite fait aller voir ce que les gens disent là-dessus. Très rapidement. Non, le chat... Ok, non, le chat, vous ignorez complètement ce que je suis en train de vous dire, en fait. Hein. Météo France a déjà débunké cette histoire d'eau chaude dans les fleuves. Non, mais envoyez-moi le thread! Personne veut... Ok, tout le monde a la flemme de faire 2 clips pour essayer de trouver le truc. Je vais le faire moi-même. Mais vous allez attendre. C'est votre problème, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Alexandre Baumann. Mélenchon a déblatéré un nombre d'insanités ce matin sur France Inter. Je commence son court passage sur le nucléaire. On trouve 3 désinformations classiques anti-nucléaires. D'abord, incompatibilité nucléaire avec le dérèglement climatique. On sait très bien faire. Ça ne concerne pas les centrales en bord de mer, etc. Vous connaissez. Ah, ça concerne pas les centrales... Ouais, ce qu'il dit sur les fleuves, ça concerne pas les centrales en bord de mer, du coup. Ok. Ouais, ça a l'air logique, ça. Et beaucoup de centrales sont quand même en bord de mer, ouais. Ensuite, l'énergie marémotrice hydrolienne serait une alternative, sauf que non, elle est loin d'être viable. C'est sans doute une des ENR les plus pourries. S'il registre des pseudo-alternatives, il se repose ici sur le fait que son interlocuteur n'a aucune idée de ce dont il parle. Le thème était assez récent. 2022, il me semble, le grand public n'a pas encore été exposé au debunk. Donc... Je me souviens, on était allé voir en détail les rapports de RTE là l'autre fois. Et on a vu qu'en effet, même dans les scénarios où on développait le plus les énergies marémotrices, selon RTE, apparemment ça allait être un très faible pourcentage du mix électrique français. Je sais plus si c'était 3% ou 5%. Même en faisant genre x10 par rapport à aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça produit pas non plus énormément, quoi. Après, je suis pour qu'on ait 5% de marée motrice, quoi, c'est bien. Et pour avoir ça, il faut le développer, il faut investir dedans. Donc Mélenchon a raison là-dessus. Je pense pas que Mélenchon... En fait, Mélenchon ne dit pas qu'il faut remplacer tout le nucléaire par de la marée motrice, d'accord? Le nucléaire, c'est quoi? Genre 70% de l'électricité produite dans ces eaux-là, donc évidemment que c'est pas ça qui est proposé. En tout cas, en France, ce qui réchauffe surtout les fleuves, c'est les centrales nucléaires, non? Question sérieuse, est-ce que le fait qu'on dépende d'uranium produit ailleurs que chez nous, dans des pays pas assez développés économiquement et techniquement, pour s'en servir en centrale, ne représente pas un obstacle à long terme à la rentabilité de cette énergie? Les gens, comme d'hab, enfin, ma réponse là-dessus, c'est j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. On décidera quand... On décidera, ok. Sur ce sujet-là, il faut avoir aucun... Il faut y aller sans aucun a priori, sans se dire ce truc-là est mieux que ce truc-là. Ça dépend de tellement de facteurs. Choisir un mix énergétique, choisir où on va investir l'argent. Est-ce qu'on l'investit plus dans du renouvelable, plus dans du nucléaire, etc. Est-ce qu'on le répartit dans les deux? Quelle répartition? Tout ça, c'est tellement complexe comme sujet. Et dans les scénarios RTE, en tout cas, le nucléaire ne dépasse pas, en 2050, il ne dépassera pas. Je rappelle, scénario RTE, c'est toutes les trajectoires de mix énergétique, de mix électrique français, toutes les trajectoires possibles, en gros, envisageables, ou 6 grandes trajectoires. Après, on peut évidemment faire des mix de chaque truc, on peut faire des entre-deux, mais toutes les trajectoires envisageables pour respecter les accords de Paris. Ça veut dire qu'il y a des contraintes au départ pour dire il faut baisser les émissions de CO2 de telle quantité d'ici 2050. Et pour les respecter, il y a plein de différentes configurations de mix électrique qu'on peut avoir, d'accord? Et parmi tous ces scénarios-là, celui qui a le plus de nucléaire, c'est seulement 50% du mix en 2050. Et ça, parce qu'en fait, on va devoir fermer un tas de centrales. Toutes les centrales super vieilles qui arrivent en fin de vie, elles devront être fermées tôt ou tard. En tout cas, avant 2050, c'est sûr. Et du coup, pour avoir 50%, déjà les 50% sont atteints en faisant des gros investissements dans des nouvelles centrales, dans des centrales qui vont prendre 10 ans à être construites, etc. Donc
même en mettant un max d'investissement, en fait, on peut que le maintenir à 50% sur le long terme, ce mix-là, en 2050. Et après, la question, c'est de savoir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas plus le coup de juste faire presque que du renouvelable, plus du stockage, et de juste utiliser les centrales jusqu'à leur fin de vie, le plus possible, et ensuite, on n'en reconstruit pas de nouvelles, ou alors une nouvelle, deux nouvelles, mais pas beaucoup de nouvelles, quoi. Mon problème avec le nucléaire, ce sont les affaires de corruption, notamment avec les 14 nouveaux EPR de Macron. Ouais, enfin bon, après les trucs de corruption, ça c'est un peu général dans toutes les industries. C'est pas vraiment la question en fait, ça c'est encore une autre question, d'accord? Tu peux très bien avoir des conflits d'intérêts entre des dirigeants et des actionnaires de boîtes d'éoliennes ou de panneaux solaires ou d'autres énergies renouvelables ou je ne sais quoi. C'est pas le débat technique sur lequel mix est optimal, quoi. Il y a eu un essai d'une machine à houle qui a dépassé les espérances de rendement il y a quelques semaines. Ouais, mais je veux dire, ça n'a pas non plus dépassé de temps que ça, d'accord? Je me souviens, on en a parlé. Tu peux dépasser un peu enfin, tu peux avoir un rendement cool et tout. Ce qui compte, c'est combien d'énergie tu arrives à produire en kilowattheure, térawattheure par an. Et globalement, non, ça produit vraiment pas grand-chose. Il y a eu quelques essais... Non, pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur les constructions de nouvelles maisons pour qu'elles soient autonomes? Ouais, peut-être. Peut-être dans certaines régions où ça fait le plus sens de faire ça, ouais, pourquoi pas. Pour moi, la strat, c'est de dire on réduira le nucléaire autant que possible. Si on peut tout enlever, on le fera. Si on peut pas, pour des raisons techniques ou de prix, on gardera quelques centrales, car en l'état, c'est difficile de dire si on pourra totalement se passer du nucléaire. Mais encore une fois, se passer du nucléaire, c'est pas vraiment un but. Je vois pas pourquoi on aurait ce but-là. Le but, c'est de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et de le faire d'une façon la plus efficace, qui a le plus d'impact positif et le moins d'impact négatif possible dans un tas de domaines économiques, social, de santé, de faisabilité long terme, de résilience long terme. Et donc en fait, ça, c'est super compliqué comme équation, quoi. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Mais je trouverais ça bizarre de dire l'objectif, c'est de se passer le plus possible du nucléaire. Pourquoi ça, c'est pas un objectif, ça? Ça n'a pas de sens, à moins d'être par principe opposé au nucléaire, mais ça, c'est bizarre. Il faut des arguments, en fait. En réalité, le mix énergétique sera adapté au relief. En France, ça tombe bien, on a tout. Non, mais après, tu vois, par exemple, pour les steppes, apparemment, quand même, on est assez proche du nombre maximum de sites de stockage massif d'eau pour faire des stations de pompage pour stocker de l'énergie électrique sous forme de steppes, d'accord? Je pense pas qu'on a encore beaucoup de sites où on peut faire des steppes, contrairement à d'autres pays qui ont plus de montagnes. Je pense que dans les 200 prochaines années, le but premier, c'est réduire les gaz à effet de serre. C'est une condition de notre survie. Bah ouais, c'est clairement l'objectif numéro 1 au-dessus de tous les autres objectifs environnementaux, d'accord? Le climat, c'est le sujet le plus... Dans l'environnement, il y a plein de sujets. Dans les dégâts environnementaux, t'as les microplastiques, t'as la couche d'ozone. Bon, celui-là, il est réglé, ça y est. T'as 400 000 problèmes environnementaux, mais le plus important de tous, c'est le climat. Mais genre de très 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 loin, vous voyez ce que je veux dire? Que ça a un impact sur tout le reste, ça a l'impact le plus sévère pour l'espèce humaine et pour toutes les autres espèces sur le long terme. C'est vraiment bien au-dessus de tous les sujets environnementaux en termes d'importance pour moi, hein. Et ensuite, le climat, le truc le plus important, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Tu peux dire oui, mais il y a aussi le stockage, c'est le cycle carbone, le cycle d'autres gaz à effet de serre, il y a aussi le stockage de genre le fait de pouvoir faire des puits de carbone, stocker le carbone, le recapturer, etc. Enfin, pour l'instant, ça a pas donné des choses qui me rendent super optimiste sur ces choses-là. Donc, le truc essentiel, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, quoi. S'il y a un problème à traiter, c'est celui-là, quoi. Ça passe en priorité sur tout le reste, pour moi. La solution, c'est de mettre des panneaux solaires sur les toits des SUV et des petites éoliennes sur le capot. Le solaire, il faut forcément le combiner à une autre solution complémentaire. Non, mais toutes les ENR, il faut les combiner à du stockage, on le sait, d'accord, tout le monde le sait. Il y a le projet de centrale électrique géothermique de Soultz sous forêt en Alsace. C'est de loin la technologie qui a le plus gros potentiel, mais il reste des frontières technologiques à franchir. Mélenchon l'avait visité en 2012. Ouais. Est-ce qu'on n'en aurait pas entendu parler un peu plus si c'était vraiment un truc... Je sais pas. Il y a aussi des trucs parfois qui sont pas trop discutés alors que c'est plutôt intéressant, mais... En tout cas, bref, pour revenir sur le truc, donc, les scénarios RTE. Dans tous les scénarios RTE, même ceux où il y a le plus d'investissement pour le nucléaire, dans tous les cas, il y a des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Dans l'éolien en mer, l'éolien à terre,
les marées motrices, le gaz produit par la biomasse, quoi, le biomasse. Mettre plus de stockage de steppes, etc. Dans tous les cas, peu importe le scénario, si on veut respecter les accords climat, si on veut faire le mieux possible sur les émissions de CO2, il faut investir massivement dans les ENR, parce qu'en fait, il y a un tas de centrales nucléaires qui vont fermer, et donc il faut les remplacer par quelque chose, et on ne peut pas les remplacer à 100% par du nucléaire, déjà en fait pour des questions de contraintes industrielles. Quand tu demandes aux industriels qui seraient capables de gérer ces choses-là, ils te disent non, on peut maximum construire ce nombre de centrales-là. Donc voilà, en gros, dans tous les cas, il faut des investissements massifs dans les ENR, et c'est ce que propose l'Avenir en commun. Donc, pour le climat, c'est le meilleur programme parmi ceux qui existent. Et ça a été confirmé par exemple par le Shift Project de Jean Covici, qui au moment des présidentielles 2022 a dit oui, c'est le meilleur programme pour le climat, ce programme-là. Donc c'est simple. Et pour les rhétoriques un peu cringe de Mélenchon par moment sur le nucléaire, qui exagèrent certains effets néfastes ou qui le critiquent d'une façon un peu à côté de la plaque par moment, ce qui est vrai, moi je suis d'accord qu'il fait ça. Pour ces trucs-là, en fait, on peut juste ignorer ça, on s'en fout. Si vous en avez vraiment quelque chose à faire du climat, ce qui compte, c'est quel programme politique est appliqué. Et donc, vous choisissez le programme qui est le meilleur. On s'en fout que le représentant de ce programme dise parfois de la merde. Ou alors, vous êtes de mauvaise foi. Si vous prenez ça comme critère plus important que le programme, plus important que la comparaison entre tous les programmes proposés, vous êtes juste de mauvaise foi et en fait, vous n'en avez rien à faire du climat réellement, quoi. Après, la question, ça devient, est-ce que Mélenchon doit arrêter de dire des trucs pas vrais sur le nucléaire pour pas se décrédibiliser et pour être plus efficace politiquement, pour convaincre plus de gens? Et moi, mon avis sur cette question, c'est oui. Oui, je pense qu'il faut arrêter de dire de la merde, oui. Il faut arrêter de dire de la merde, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour les gens qui essayent juste de justifier le fait de voter pour la droite, de voter pour Macron ou de voter pour... C'est pas une excuse pour faire ça, puisqu'on sait très bien que ces gens-là en ont rien à faire du climat, ils font que du greenwashing H24, ils sont condamnés pour inaction climatique à répétition, ils respectent pas les accords de Paris, donc c'est pas une excuse valide, mais ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer la stratégie de communication sur ce sujet, d'accord? Moi je suis d'accord avec ça. Le fait que Jean Covici a dit qu'il ne referait plus jamais cet exercice, ouais, bon, il était dans son copium sur Thinkerview, espérons qu'il sorte de sa coquerie, d'accord? La fertilité des sols, c'est aussi important. Le climat joue sur l'état des terres. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas important, les gens. J'ai juste dit que c'est le truc le plus important. J'ai pas dit que les autres sujets sont pas importants. J'ai dit qu'il y a une différence dans l'importance. Demeurer. Genre, quand je dis, par exemple, les VSS sur les femmes sont plus présentes dans la société, et si on veut lutter contre les VSS, bah, visiblement, c'est la fraction de gens... les VSS commises par des hommes sur des femmes sont visiblement le sujet numéro 1 sur ça. Je suis pas en train de nier que les VSS commises par des femmes sur des hommes sont un problème. D'accord? Je dis juste qu'il y a peut-être un problème qui est plus massif, qui est plus important. Et bien sûr, il faut lutter contre toutes les VSS. Et pareil, il faut lutter contre tous les impacts néfastes environnementaux. Mais en termes de temps de parole, par exemple, bah, je trouverais ça logique qu'on passe plus de temps à parler du climat que genre j'en sais rien moi, le bruit ou genre l'impact des éoliennes sur les trajectoires, sur les migrations des oiseaux et les 200 oiseaux tués par an par ça, alors qu'en même temps il y a genre 500 milliards d'oiseaux en train d'être tués par le changement climatique, tu vois. C'est tout ce que je dis. Les gens sont en mode Mélenchon basé sur tout sauf le nucléaire, je pense que je vais voter pour l'extrême droite climato-sceptique du coup. Ouais voilà, moi c'est ces gens-là que je critique, tu vois. L'austérité est bonne pour l'homme. C'est juste qu'on se concentre sur la politique, mais la majorité des gens n'ont pas... Quoi? Attends, de quoi t'es en train de parler? Qu'est-ce qui s'appelle austérité? Comment ça, l'austérité est bonne pour l'homme? De quoi tu veux dire la pauvreté, genre? Je pense pas, du coup, hein. Ok, Blastoff, viens discuter sur le stream, je comprends vraiment pas ce que t'es en train de dire dans le chat, hein. Tellement basé, les communistes en 45 que De Gaulle démissionne en janvier l'année suivante, et là, bim, naissance du modèle français, ouais. Et de quoi vous parlez, le chat? Donc attends, on lit la fin du thread de debunk de Mélenchon, soi-disant, là. Jusque-là, rien d'étonnant à part la répétition forcenée des mêmes mensonges. Néanmoins, la forme est plus intéressante à commenter. Après, sur le truc de tripler le nucléaire, moi, ça me semble assez délirant, en effet, comme projet. Faudrait vraiment passer plus de temps pour voir en détail c'était quoi le truc proposé. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce qu'on est en train de dire que c'est à l'échelle du monde que ça va tripler? Est-ce que c'est à l'échelle de la France? Du coup, ça n'a rien à voir.
Par exemple, la Chine est massivement en train d'investir dans le nucléaire et en train de construire je sais pas combien de dizaines de centrales partout sur son territoire, ce qui pourrait être défendable en termes de politique énergétique, franchement. Faudrait voir dans les détails, mais j'avais vu un autre thread en fait, je voulais lire un autre thread. C'est pas la pauvreté qui t'amène, mais de quoi t'es en train de parler? Regarde les autres tweets du compte, je suis pas sûr que son avis soit intéressant. Il y a austérité imposée où les gens se révoltent. Mais de quoi vous parlez, le chat? Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Tripler les emplacements de centrales, ce n'est pas possible. Par contre, on pourrait tripler le financement, notamment pour upgrader toutes nos centrales et pour donner un boost à la recherche. Je vais jamais trouver ce thread en fait, hein. C'est ça la réalité. C'est triste. Bon, on a encore énormément de choses à parler, donc on va continuer, hein. Qui est moins dense et l'eau est plus chaude. T'as penché quoi du match OM-Rennes hier? Je regarde pas. Regardez. Je regarde pas le sport, les gens. Honnêtement, j'en ai un peu rien à faire du sport. Genre, je suis désolé, mais... Et par conséquent, on ne peut pas refroidir le nucléaire. Alors, outre les dangers spécifiques du nucléaire, l'idée est ridicule. Voilà, je redis, ridicule et bien digne de quelqu'un qui se préoccupe surtout de l'avenir de l'industrie nucléaire, davantage que de la sauvegarde de l'humanité et surtout de l'avancée. Mais évidemment, c'est un acquis illuminé au nucléaire. Au lieu de développer, comme on devrait le faire en ce moment même, les méthodes que l'on a par exemple dans la rade de Brest ou bien dans le fleuve Gironde à Bordeaux, qui est de mettre en place des machines qui utilisent le mouvement mécanique de l'eau gratos et non polluant, il s'en va chercher le nucléaire qui coûte des milliards, est dangereux et nécessite des installations et tout un ensemble sécuritaire qui pose problème. Vous verrez, rappelez-vous bien ce que je vous dis les gens, un seul coup et c'est fini pour nous les Français. Un seul incident et c'est fini. Pourquoi on a besoin du personnel nucléaire pour démonter tout ça? Alors, d'un mot, il y a aussi des nombreuses questions. Un seul incident et c'est fini pour la France. Enfin, Muche, t'as prévu de faire un réact sur l'interview de Booba dans le complément d'enquête sur Hanouna. Beaucoup de choses à dire. Et vraiment, tu penses vraiment que je devrais faire ça bien commun? Parce que j'ai vu une partie, ça avait l'air hyper ennuyeux, il y avait l'air d'avoir rien à dire dessus, hein. Questions d'auditeurs, on va y venir parce qu'elles sont essentiellement politiques ce matin, mais il y a un sujet qui est important, c'est celui que met en avant le réalisateur Lajli dans un film Bâtiment 5 qui sort en salle aujourd'hui. C'est la question du logement. Vous dites que la ville est... En fait, les gens, je voulais commenter, regarder est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'ils disent sur le nucléaire, mais je trouve pas... J'étais tombé sur un thread qui avait contredit ce qu'il disait Mélenchon avec des arguments et tout, mais je le retrouve pas en fait. Il y avait des... Au cas où vous l'avez vu passer, il y a des graphiques... Je suis en train de scroll Twitter depuis tout à l'heure en fait pour le retrouver, mais il y avait des graphiques pour montrer à quel point, par exemple, le nucléaire réchauffe les fleuves et à quel point... Et du coup, c'était quoi les vrais risques associés à ça et pas ce que disait Mélenchon. Mais enfin, ok, bon, peut-être que j'ai rêvé, peut-être que j'ai vu un thread. En fait, il a jamais existé ce thread. Il n'était pas dans la pièce avec nous. Enlève l'objectif... Non mais c'est une catastrophe. Pourquoi Twitch est si merdique? Ok, j'ai mis fin au but. Normalement, quand t'atteins un objectif de follow, après il reste pas en place, non? Normalement, il est atteint, il est accompli. Je comprends pas Twitch. Bon, je l'ai enlevé. Faut que tu parles d'une célébrité. Oui, ok, bon, je le ferai, ok. Je le ferai après ça, ok? Mais d'abord, on va regarder le pétage de câble de tous les chiens de garde, là. On a encore beaucoup de choses à dire. Non, je l'avais pas... non, je l'ai pas bookmark. Parce que je suis débile. Est une nouvelle conflictualité qu'elle crée de l'exclusion et même une ségrégation. Pourquoi est-ce que cette question de la violence est indissociable de celle du logement selon vous? Bon, alors d'abord parce que le logement, c'est l'angoisse numéro 1 des gens qui n'arrivent plus à boucler la fin de mois. Ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on les fiche dehors de leur logement. Et comprenez pourquoi. Le film sort mercredi prochain. Il n'y a pas besoin de faire de démonstration. C'est l'angoisse absolue. Parmi les 4 ou 5 fonctions essentielles de la vie humaine, il y a de pouvoir disposer d'un endroit à soi pour pouvoir y être en sécurité, dormir, se nourrir et vivre en famille. Par conséquent, oui, c'est une question centrale. En ce qui concerne ma description de la ville, j'insiste pour vous dire une chose. La ville est un fait sociologique absolument nouveau. Comme on a le nez collé dessus, on s'en rend pas compte. Mais c'est seulement depuis 2008 qu'il y a plus de monde qui vit en ville qu'à la campagne. C'est un bouleversement par rapport à des millénaires. Si bien que maintenant, nous avons une humanité essentiellement concentrée en ville et qui forme peuple parce qu'elle dépend entièrement des réseaux collectifs. Vous ne pouvez pas vivre sans électricité, sans eau, sans gaz, etc., qui tous dépendent des réseaux. Et c'est ce qui m'a amené à conclure à l'existence d'un
un acteur nouveau, le peuple, ces gens qui dépendent de ces réseaux. Et j'étudie ça dans mon livre parce que c'est un fait totalement nouveau. Vous appelez ça le populisme et je recommande à ceux qui s'y intéressent de lire votre livre. Il y a des très nombreuses questions d'auditeurs, Jean-Luc Mélenchon, et il porte essentiellement sur la France Insoumise, la NUPES. Voilà, il redit son truc habituel sur le peuple et tout. Pas inintéressant. Certains vous reprochent l'outrance, le bruit et la fureur. Pourquoi cette méthode d'expression? C'est le cas de Claire. Le bruit et la fureur, on vous le reproche, les auditeurs. Je sais pas comment ils font pour être aussi ennuyeux, genre c'est toujours les mêmes trucs. Christophe, et vous étiez donc jeudi à Rochefort et vous avez prononcé devant... J'essaie de rallumer ma cam, mais je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi la cam marche pas? Un large public. L'avis de décès de la NUP, c'est ça qu'on a entendu dans vos paroles. Il n'y a plus de NUPES, en fait. Ce qu'on a construit est déjà détruit, c'est ce que vous avez dit. Vous assumez ces paroles? Ah voilà, ok. Là, c'est la partie intéressante. Bon, on va abandonner l'idée de faire fonctionner cette cam. On va abandonner cette cam, ok? Alors, ok. On arrive à une partie intéressante de l'interview. Donc là, on lui dit, est-ce que c'est la fin de la NUPES? J'assume est déjà détruit, c'est ce que vous avez dit. Vous assumez ces paroles? C'est-à-dire que j'assume en général mes paroles, si vous le voulez. Mais vous avez planté le dernier clou dans le cercueil de la NUPES? Non, pas du tout. J'ai lu les journaux et j'ai... Vous avez planté le dernier clou dans son cercueil. Écoutez vos chroniques. Vous ne cessez de dire depuis le premier jour que la NUPES ne vivra pas, qu'elle va mourir, qu'elle est morte et ainsi de suite. C'est pas nous qui disons ça. C'est vrai. Non, bien sûr. Vous n'êtes pour rien dans la diffusion d'informations. Il n'y a plus de NUPES, ce sont vos mots, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, je commençais par dire que c'est parce que j'ai accordé de l'intérêt à ce que vous disiez. C'est quand même gentil de ma part, non? Puisque les journalistes disent... Donc, vous connaissez, moi, mon avis sur le truc de la fin de la NUPES. Moi, ce que je dis, c'est que il faut dire, non, la NUPES est toujours là. Il y a eu un accord. Tous ces partis ont signé l'accord. Et normalement, on est tous alliés. Et maintenant, c'est la NUPES. Et on parle plus de LFI, ELV, PS. Non, c'est la grande alliance de la gauche qui a été faite au moment des législatives. On est tous NUPES. Let's go la NUPES. On adore la NUPES. On est fans. T-shirt NUPES. Tout ça, d'accord. Ok. Et bien sûr, quand vous avez des gens qui trahissent leur engagement de la NUPES, comme littéralement... tout le monde sauf LFI, Roussel, Tondelier, tous ces partis refusent de faire une liste commune pour les européennes, tous ces partis passent énormément d'énergie à taper sans aucun argument valide sur la France insoumise, on ne sait pas pourquoi, à dire qu'il y a un problème de démocratie à LFI, ils se mêlent de trucs qu'ils ne regardent même pas, sachant que leurs partis sont tous devenus de droite à cause d'une structure soi-disant de démocratie interne, en fait, qui ne fonctionne pas pour garder une ligne de gauche dans un parti censé être de gauche. Bref, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que je préconise par rapport à ces positions-là de ces gens-là? C'est de dire, pourquoi ils font ça? Et de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils semblent plus être favorables à la NUPES? Nous, on est toujours favorables à la NUPES, tout va bien. Et donc, je suis pas sûr... Parce que là, Mélenchon, apparemment, il s'est dit, bon, je vais dire que c'est la fin de la NUPES. Alors qu'en fait, depuis 2 ans, parce que depuis le premier jour de la NUPES, on dit que c'est la fin de la NUPES. Hein. Tous les journalistes des médias mainstream, c'est leur stratégie pour tenter de mettre fin à la NUPES, parce que la NUPES, l'alliance de toute la gauche, fait ultra flipper toutes les personnes qui veulent maintenir le statu quo. C'est vraiment le cauchemar pour eux, d'accord, qu'il y ait des alliances électorales, que la gauche enfin ait une stratégie qui maximise ses chances de gagner et tout, ça les fait flipper. Donc ils veulent pas ça, et du coup ils essaient de faire une prophétie autoréalisatrice pour la fin de la NUPES en disant c'est fini, machin, mais depuis le premier jour. Hein. Très très drôle, allez revoir des clips. Le lendemain de l'annonce de la NUPES, allez voir comment la classe médiatique réagit. Ils disent ça ne peut pas fonctionner, ça va disparaître dans 2 jours, etc. Donc ça fait juste 2 ans bientôt que c'est la NUPES, donc non, en fait, ça marche. Donc bref, tout ça pour dire que le fait que Mélenchon maintenant ils disent oui, en effet, la NUPES est morte, moi je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie. J'ai posé la question sur Twitter, j'ai dit est-ce que ça aurait pas été mieux de dire comment ça, la NUPES est morte? De quoi vous parlez? Non, elle est pas morte. Et là, quand les journalistes en face répondent regardez ce qu'a dit Sandrine Rousseau, regardez ce qu'a dit Roussel. Eux, visiblement, ils disent que c'est la fin de la NUPES. Et là, tu leur dis ah bon, mais pourquoi ils disent ça? Et là, tu forces les gens en face, tu les forces à justifier pourquoi
toutes ces autres personnes trahissent la NUPES. Et donc toi, tu te revendiques NUPES, tu te dis à fond NUPES, et tu fais de l'incompréhension de pourquoi ces gens-là qui ont littéralement signé un programme, ils ont signé le programme commun de la NUPES qui est à 95% le programme L'Avenir en commun. Et ils ont tous signé, ils ont tous dit oui, maintenant on s'engage à défendre ça comme projet politique. LFI a signé, ELV a signé, le PCF a signé, le PS a signé. Donc normalement là, ils défendent tous le même projet politique. Donc si on s'en tient à ce qu'ils ont signé, à leur engagement écrit au contrat, c'est un contrat, d'accord, ils ont signé un contrat. Si on s'en tient au contrat, ils sont tous censés être d'accord maintenant politiquement. Et donc il faut mettre les gens qui trahissent leur engagement signé, eux, il faut les mettre eux face à leurs contradictions. Il faut pas laisser la MUPES être détruite, en tout cas dans la rhétorique, d'accord, parce que bon, dans les faits, là on parle vraiment de rhétorique, hein, mais... J'ai accordé de l'intérêt à ce que vous disiez. C'est quand même gentil de ma part, non? Puisque les enfin, la NUPES disait pas que tous les partis de gauche allaient disparaître et fusionner, c'est juste un programme commun pour une élection législative. Élection qu'ils ont perdue, ils ont peut-être eu le plus de voix, mais pas la majorité à l'Assemblée. Bah ouais, mais du coup, si ELV signe ce programme, c'est qu'ils défendent ce programme, non? En fait, il y avait pas la NUPES, il n'y avait pas juste une alliance électorale, il n'y avait pas juste le truc de dire on propose pas de candidats en parallèle dans des circos, il y avait aussi le truc de on défend tous ce programme dorénavant. Et oui, la NUPES a gagné le premier tour de législative, la NUPES est arrivée en tête, mais à cause d'un barrage anti-gauche et pro-extrême droite de LREM et un tas d'autres facteurs, la NUPES n'a pas eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils ont quand même eu beaucoup de sièges, mais ouais. C'est pas les médias qui vont les mettre face à leurs contradictions vu le narratif qu'ils ont été forcés par le méchant Mélenchon, flingue sur la tempe. Ouais, non, mais je sais, mais en fait, tu peux le débunker, cette narrative, tu peux le débunker assez facilement. Les journalistes disent qu'il n'y a plus de NUPES, j'ai dit il n'y a plus de NUPES. Mais pour maintenant cesser avec la plaisanterie et regarder les choses bien en face, il n'y a plus de NUPES, c'est un constat, mais ça n'est pas mon fait. C'est le Parti communiste qui a voté. Vous entendez les gens? C'est pas moi qui ai décidé ça. Le Parti communiste, qui avait déjà maintenu sa candidature à l'élection présidentielle et nous a fait rater le deuxième tour, a voté qu'il n'y avait plus de NUPES. Les socialistes ont voté qu'ils faisaient un moratoire dont ils ne donnent ni la raison. Putain, j'aime tellement le fait qu'il dit aussi ouvertement et honnêtement la vérité, c'est-à-dire que en présentant un candidat, ils ont empêché la gauche d'être au second tour. C'est tellement évident, mais j'ai l'impression qu'il y a un tas de gens qui n'arrivent toujours pas à admettre l'évidence sur le fonctionnement de l'élection présidentielle et le fait de présenter des petits candidats en parallèle d'une candidature qui peut être au second tour. Franchement, ça fait du bien d'entendre les termes être dits comme ça, quoi. Les socialistes ont voté qu'ils faisaient un moratoire dont ils ne donnent ni la raison, ni les délais, mais ils ont retiré le mot NUPES de l'appellation de leur groupe. Quant aux Verts, ils ont décidé qu'ils interrompaient tout travail commun. Écoutez-moi bien, Oui. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors il y a les phrases « Oui, le bruit et la fureur ». Vous avez juste 10 ans de retard. Excellent. Excellent de rappeler. Donc là, en fait, il rappelle littéralement les faits de ce qui s'est passé. Les communistes, le PCF, parce qu'ils ne sont pas communistes, hein, le PCF ont juste dit, bah non, nous, on n'est plus NUPES, on ne sait pas pourquoi. ELV, pareil, le fait de quitter le groupe machin, ok. Est-ce qu'on comprend pourquoi ces gens font ça? Et juste le fait que Mélenchon dise, je ne sais toujours pas pourquoi, on m'a pas expliqué, c'est parfait, c'est juste... Comment ils peuvent faire pour essayer de dire, pour essayer de justifier, essayer d'expliquer ça en face, les chiens de garde, là, ils savent pas quoi faire. Alors il y a les phrases « Oui, le bruit et la fureur ». Vous avez juste 10 ans de retard. J'ai prononcé ces mots qui sont des vers de Shakespeare. Et le titre du plus grand roman du XXe siècle, de Faulkner, qui est Le bruit et la fureur. Bon, ça fait genre 10 ans qu'il donne cette réponse à cette phrase. C'est un peu insupportable qu'on se tape la même Vous blague. dites que, mais il n'y a pas de comprendre. Alors écoutez... mais non, comment se porte votre mouvement tiré à de 2023. Je suis très fier parce que au moins moi j'ai lu Shakespeare. Revenons à 2023, la NUPES est donc... Mélenchon problématique sur les livres, confirmé. Mélenchon qui dit, si t'as pas lu Shakespeare, t'as tort, lisez Shakespeare. Je me désolidarise de ce propos, officiellement. Enterré, mais comment se porte votre mouvement? Vous dites que il n'y a plus de NUPES. Oui, ben voilà, alors vous faites la conclusion. La suite, vous voulez aussi me dire ce que je vais faire pendant que vous Non, êtes à j'aimerais juste comprendre. Alors écoutez, si vous aimez comprendre, taisez-vous et écoutez-moi. Voilà, il n'y a... Oh, po, po, po
L'accord NUPES a été rompu et abrogé par 3 des 4 partis, dont un qui a voté. Maintenant, nous, qu'allons-nous faire? Nous, la NUPES est une forme tactique d'une stratégie. La stratégie, c'est l'Union populaire. C'est elle qui, par exemple, nous conduit à lutter contre tous les racismes. Nous continuerons l'Union populaire. Et nous le continuerons sur quelle base? La base du programme que tous ces gens ont signé avant de le dénoncer, après avoir pris leur place aux élections législatives. Et donc, nous ferons toujours la même... Oui! Oui! Oh là 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 là! Excellent. Excellent. C'est ça la réalité, les gens. La réalité, c'est que ces gens ont signé pour avoir des places et maintenant trahissent complètement leur engagement sur le fond politique qu'ils sont censés défendre. Là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de les démasquer comme des carriéristes. Il a démontré. Il a dit ce sont des carriéristes. Ils viennent pour des places. Après, ils défendent pas les idées qu'ils sont censés défendre selon le projet politique qu'ils ont signé. C'est excellent. Non, mais franchement, les gens, moi, je pense que EELV... En plus, après, on va regarder le meeting d'annonce de la campagne européenne de EELV. C'est un désastre de communication. C'est un désastre intégral. Moi, je pense que ils prennent du temps à mourir, EELV, PS, PCF, etc. Mais je pense que là, c'est finito. Genre là, ils se décrédibilisent tellement aux yeux des électeurs de gauche, quoi. C'est fou. Je dois y aller. Merci, Muche, pour le stream. De rien. Bonne soirée à toi. Il avait déjà dit une fois. Ouais, il l'avait dit. Ouais, mais j'aime bien qu'ils le disent clairement. Même méthode, inouïe, unique dans toute l'histoire de la gauche et toute l'histoire de France, les candidatures communes au premier tour. Donc, nous disons à tout le monde, qui que vous soyez, où que vous soyez, l'Union populaire continue et nous ferons une liste de l'Union populaire aux élections européennes avec des gens venus d'un peu tous les horizons qui veulent continuer l'Union sur la base du programme partagé. Rien n'est plus clair que ce que je viens de dire. Oui. Rien n'est plus clair, mais on aurait eu encore beaucoup de questions à vous poser. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de France Inter. Déjà fini. Faites mieux, point d'exclamation. Je sais pas si ça s'adressait à nous, mais en tout cas, c'est le chemin vers la révolution citoyenne. C'est publié chez Odile Jacob. Pour votre patience matinale. Écoutez, merci. Excellent. Trop stylé. J'ai vraiment aimé le truc de... en fait, l'union populaire. Et en fait, il revient sur le truc de... Si on peut pas avoir l'union au sommet entre les responsables politiques parce que les autres, ils trahissent et ils veulent pas, en fait, la victoire de la gauche, on peut quand même gagner en faisant l'union, en fait, en votant, en fait. On vote pour la gauche qui veut réellement gagner. On vote dans l'intérêt du peuple, en fait. C'est stylé. C'est stylé, c'est bien, parce que du coup, on rappelle aussi qu'il y a les européennes qui arrivent. Non, c'est très bien. Sur le fond, je suis d'accord avec Mulch. Sur la strat, c'est compliqué de déballer cette vérité, car, vu sa position dominante, il devrait peut-être serrer parfois le cul et essayer de rattraper les pots cassés. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. À part si la strat, c'est vraiment de se débarrasser du PCF et EELV, donc les discréditer à mort littéralement d'ici 2027. Il n'y a pas vraiment besoin de le faire parce qu'ils le font tout seuls tous les jours en fait. N'importe qui observe factuellement ce que font les gens de EELV, du PCF et du PS, en fait, ils se décrédibilisent immédiatement par leurs actions quotidiennement. Donc il n'y a rien à faire. Moi, je préconise pas que LFI fasse quoi que ce soit, quoi. Il n'y a pas besoin. J'aimerais qu'ils disent si tous les autres sortent de la NUPES, bien, mais LFI continuera de l'être, histoire de pouvoir le code texto sur ça. Ouais, voilà. Moi, c'est ça c'est ça que je trouve optimal en termes de stratégie, c'est de dire, non, nous, on reste NUPES. En fait, faut se souvenir à quel point les gens étaient heureux quand la NUPES a été créée. Les gens, il y a eu un élan populaire quand même autour de la NUPES. Les gens étaient là en mode, attends, trop stylé. Ça fait des années qu'on dit, c'est fou qu'ils n'arrivent pas à s'allier, machin. Trop bien, maintenant il y a une alliance LFI, EELV, PCF, la gauche est unie. Vraiment, les gens avaient kiffé à ce moment-là. Et je me souviens, les logos NUPES postés, les mèmes, etc. Enfin, vraiment, il y avait un engouement. Et moi, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus à fond et juste dire, regardez, on avait la NUPES. Ouais, donc je suis pas sûr que c'est optimal, mais c'est quand même très bien, quoi. Le problème, c'est qu'au sein de LFI aussi, il y a des fractures. Ouais, je sais pas, Mais de toute façon, Ruffin, Clémentine Autain et ces gens n'ont jamais été vraiment LFI, Ruffin avec Picardie debout, il a gardé son groupe à part. Clémentine Autain, là, avec son groupe, je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, depuis le début, ils sont pas vraiment chauds pour... on a l'impression qu'ils ont un désaccord depuis le début avec l'avenir en commun, avec le projet politique en lui-même, mais qu'ils veulent quand même en faire partie ou être dans le club, ou c'est bizarre, quoi. Autain, c'est ensemble, ouais, voilà, ensemble.
Ces gens sont juste étranges, en fait, dans leur comportement. On a du mal à comprendre leurs intentions. Bon,